aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur ma chaîne avec Monsieur Talkstrong. On a fait un podcast la semaine dernière pour sa chaîne qui n'est pas encore sorti et cette fois-ci donc on va plus s'intéresser à lui. Et donc sur ma chaîne, les podcasts, le but c'est vraiment de creuser la psychologie. Donc on va creuser dans le cerveau de cette personne, on va voir un peu ce qui l'a emmené à faire ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait justement? Il va vous en parler, je pense, maintenant en se présentant, chacun son tour. Ouais, allez, ça marche. Bon, bah déjà, merci Eric de m'inviter, ça me fait trop plaisir. En plus, j'avais pu avoir l'occasion déjà d'échanger avec toi sur le même type de format, donc je trouve ça trop bien. Tu sais, hein, tu es quelqu'un qui est inspirant et sur les notions psychologiques, il y a beaucoup de choses où on pense pareil et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est un honneur, je suis très content d'être là avec toi et de pouvoir échanger. Du coup pour me présenter simplement, du coup je m'appelle Lohan Massira, Talkstrong sur les réseaux sociaux et puis je suis un athlète de haut niveau, on peut dire maintenant en vrai, on peut dire, un athlète de haut niveau à la conquête de records du monde et qui a pour but d'inspirer et de motiver les gens. Donc voilà, dans la simplicité, c'est ça. Et puis du coup, on y vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un record du monde que maintenant j'ai battu il y a un mois et 10 jours. Le maximum de box jump en 1 heure. Voilà, un record du monde, Guinness World Record. Combien de box jump alors? Alors combien en 1 heure? Du coup, j'en ai fait 1078 sur la tentative officielle. Et le record était détenu par un Américain pour un score de 1051. Donc j'ai battu le record de 27 répétitions. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors, justement, maintenant la question qu'on va se poser c'est, mais d'où ça vient tout ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'est passé par la tête un beau jour, tu t'es levé le matin, tu t'es dit, tiens, je vais péter un record du monde. La jeunesse de tout ça en fait. Qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit? Bon, déjà, il faut savoir que je fais du sport. Alors, déjà, je suis très jeune, j'ai que 19 ans. Et je fais du sport depuis que j'ai 11 ans. Je suis tombé dans un premier temps et je pratique toujours avec passion la musculation. Enfin, la musculation en soi, ça veut tout et rien dire la musculation parce qu'il y a différentes façons de le faire, mais on va dire dans un objectif de sculpter son corps et vraiment d'esthétique. Donc quelque chose voilà, qui se rapproche en réalité un peu body, c'était ça qui me passionnait en premier. Et donc voilà, musculation à 11 ans, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et il s'avère que à côté de ça, bon, bien sûr, la musculation me permettait d'aller dans mes limites et j'adorais ça. Mais c'est vrai que j'ai déjà, vers mes 14-15 ans, j'aimais bien, voilà, j'en sais rien. Tu sais, je pouvais être le gamin, un matin, je me lève, ah, bah, tiens, bah, vas-y, aujourd'hui, je tape sur Internet semi-record du monde de squat, ok, c'est ça en répétition, je sais que je ne l'aurai pas, mais viens aujourd'hui je tente d'en faire 1500 le plus vite possible, ou un semi-record du monde et voilà. Et en fait c'était toujours ça, j'ai toujours kiffé ce genre de challenge en pratiquant la muscu à côté, que ce soit 1000 burpees le plus rapidement possible, des squats, faire un semi-marathon sans jamais avoir vraiment trop couru, et plein de choses comme ça qui me poussaient dans mes limites, donc je kiffais. Jusqu'à un fameux jour où je tombe sur une vidéo de Nassim Saïli, je ne sais pas si ça te parle, Ouais, mais voilà. qui avait essayé de battre ce fameux record du monde de box jump en 1 heure. Donc il avait créé un événement vraiment sympa en fait, où il avait fait venir d'autres personnes, etc. Venir sauter avec lui à côté, et il avait tenté. Et il me semble, le chiffre ne sera pas exact, mais il avait fait 750 répétitions en 1 heure. À savoir qu'à ce moment-là, le record du monde était de 1006 répétitions. Donc à ce moment-là, c'était énorme, enfin sa performance était énorme. Et moi je vois ça, petit Lohan de 17 ans qui kiffe le challenge, bon vas-y je vais le tenter je me dis. Enfin je vais le tenter sans aucune prétention d'avoir le titre, loin de là. Juste dans ah ouais il a l'air d'en avoir vraiment chié, j'ai envie d'en chier pareil pour aller dans mes limites. Donc voilà, il se passe ça du coup, je commence à être pris pour enfin, je commence à me dire, j'ai envie d'entraîner le box jump. Donc, jour 1, maximum de sauts en 1 heure. Je t'en fais 400 en 1 heure. Je suis séché, mais vraiment séché. Et puis, ce qui est marrant, c'est que de semaine en semaine,
Bah, chaque semaine, du coup, je me disais, bon, bah, cette semaine, tu essayes d'en faire 420 en 1 heure, puis la semaine d'après, 430, ainsi de suite. Donc, d'une part, au fur et à mesure des semaines, j'ai amélioré ma technique parce que je ne validais pas chacune de répétitions sur mes premiers entraînements. Je te jure, mes box jumps, ils ressemblent à rien. Et, euh, et ensuite, forcément, après, ben, mon nombre de répétitions évoluait. Donc, arrive le fameux jour où je dépasse le score de Nassim Saïli, qui est quand même une référence pour moi. Et donc, à ce moment-là, je me pose, je me dis, ok, tu kiffes le challenge. Euh, Là, tu viens de dépasser le score de quelqu'un qui t'inspire et qui est un athlète. Enfin, un athlète, c'est quelqu'un, il a une super shape, Oui. pardon. C'est quelqu'un qui s'entraîne dur. C'est un coach d'exception. Donc, forcément, quand tu vois que tu dépasses son score, tu te dis quelque part, ouais, j'ai fait du chemin, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. De là, je me dis, ok, bah, vas-y, pour la première fois de ma vie, j'ai envie de me lancer pour ce fameux record du monde de box jump. Et puis après, il m'a fallu 2 ans pour battre ce record parce qu'il y a eu des hauts, des bas, plein de complications et des embûches sur ce chemin-là, jusqu'au fameux jour du coup du 4 mai 2024 où là, je l'ai battu officiellement. Voilà, pour la faire rapide. Ouais. Mais déjà, c'est intéressant parce que c'est un parcours qui change. En général, quand on entend quelqu'un parler de son parcours sportif, on nous parle de sport collectif. Et là, Ouais, c'est que des choses individuelles, mais tout de suite, par ouais. contre, tu avais déjà cet état d'esprit de challenge et de carrément de viser par contre des records mondiaux. C'est quelque chose qui te chauffait au fond de toi déjà de base. Je pense que ça me chauffait au fond de moi, que peut-être je ne l'avais pas encore intellectualisé et que je m'en rendais peut-être pas compte, cette notion de performance. Mais ce qui était sûr, c'est que dès que j'ai commencé le sport, je raffole du côté dépassement de soi. C'est-à-dire que tu me dis, j'en sais rien, Lohan, regarde, on va prendre un exemple de musculation. On sait que beaucoup, on va prendre une idée reçue, mais voilà, je pense que les gens, ça va leur parler. Vous kiffez plus faire les pecs que faire vos jambes, ok? On le sait en vrai. Enfin voilà, admettons, c'est une idée reçue. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais de manière générale. Eh bien moi, je vais être le gars qui va se dire, ok, je kiffe plus faire les pecs que faire mes jambes. Bah donc c'est logique, je vais faire mes jambes. Je vais faire ce que j'aime le moins parce que c'est en faisant ce que j'aime le moins que que je vais pousser plus dans mes limites mentales, mes limites physiques. En fait, psychologiquement, c'est très dur de faire quelque chose que tu n'aimes pas et d'y mettre du cœur et de la discipline et y aller violent. Et pour moi, c'est aussi ce qui te permet du coup de step up le plus en termes de résilience, en termes d'évolution, que ce soit sur ta résistance au challenge, sur ton physique, etc. Non pas qu'il faut que faire des choses qu'on n'aime pas. Je suis pas en train de dire faites que les jambes et faites pas les pecs. Mais c'était juste de quoi imager la chose. Et du coup, c'est toujours ça que j'ai préféré. C'est marrant, tu vois, parce qu'on me demande souvent, enfin, on me demande souvent, c'est arrivé, les box jumps, t'aimes ça? Je déteste ça, Eric. Les box jumps, je déteste ça. Mais vraiment, j'aime pas. J'aime pas. Mais par contre, je sais que ça me tue tellement et que le côté dépassement de soi et l'effort que ça me demande est tellement agréable dans le sens où je me suis vraiment dépassé et j'en ai vraiment chié que je me voyais pas ne plus faire de box jump, tu vois. Pourtant, j'aimais pas ça à la base. Mais Voilà. là, tu as dit un truc qui est super intéressant et assez improbable. Quand tu as dit, voilà, j'aime pas faire ça, donc je vais le faire, c'est logique. Mais non, c'est logique pour toi. D'où tu sors cet état d'esprit en fait? Tu vois, c'est ça qui m'intéresse parce que tout ça, tu me sors ça comme une évidence. Mais moi, le premier à ton âge, j'aurais jamais dit un truc pareil, tu vois. Ça, c'est quelque Ok. chose. Tu vois, j'ai dû lire des livres, j'ai dû apprendre ce genre de mécanisme mental. Et là, pour toi, là, dans le plus grand des calmes, non, mais normal en fait. C'est dur, donc j'y vais. C'est inconfortable, donc j'y vais. Bah, toi, c'est ta norme, mais quand ça se fait que t'as déjà compris ça en fait? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? C'est Non, c'est pas ça. normal. C'est ton référentiel, Non. mais. En gros, ben, quand je me suis lancé dans le sport, donc à l'âge de mes 11 ans, c'est vrai que j'étais un enfant très sensible. Bah, je suis toujours quelqu'un de très sensible, à vrai dire. Euh, Très grosse sensibilité, beaucoup de questionnements sur le monde, etc. Une certaine intelligence émotionnelle. Euh,
ce qui fait que, on va dire, c'est ce qui a joué aussi sur le fait que je pense que je commence le sport aussitôt et qu'à 11 ans, je me posais déjà des questions, mais comment je peux step up, comment je peux devenir meilleur, comment je peux peut-être créer un business qui apportera aux gens. Je me posais ces questions-là à 11 ans. Et en fait, pourquoi du coup ce truc de je vais faire quelque chose, enfin c'est logique de faire quelque chose qui est dur ou que j'aime pas et parce que ça va me faire devenir meilleur. Ben, en fait, ce que j'ai fait à 11 ans, tu sais, en France, je ne sais pas si tu as fait tes années scolaires peut-être en France ou Oui, oui. ailleurs ou si ça fonctionne pareil, mais on a les grandes vacances qu'on appelle, donc les juillet et août. Et donc quand j'ai pris cette décision, début juillet, il n'y a plus le scolaire, donc tu es forcément coupé de tes copains de l'époque et des sorties collégiennes ou ce que tu veux. J'ai coupé mon téléphone et pendant 2 mois, alors forcément je vivais chez mes parents, donc il y avait une forme, ben oui, tu cohabites avec ta famille, mais par contre c'était un isolement total, c'est-à-dire que je n'allais pas sortir au restaurant, je n'allais pas voir mes copains qui m'envoyaient un petit message en disant viens on va faire une soirée, je n'allais pas sur mon ordi jouer à des jeux vidéo jusqu'à 5-6 heures du matin, je m'étais dit à partir de maintenant je veux devenir quelqu'un de différent et de discipliné, donc forcément, ça va me demander de faire des efforts, faire des choses que je ne fais pas et que je n'aime pas non plus. Parce que ne pas jouer aux jeux vidéo jusqu'à 6 heures du matin, c'était horrible pour moi. Ne pas consommer du Sprite à longueur de journée, c'était horrible pour moi. Regarder que des vidéos muscu, développement personnel, c'était intéressant, mais au début, c'était vraiment très inconfortable parce que ça te met face à ce que tu devrais faire parce que tu ne te sens pas assez bien à l'instant T. Mais je m'y suis confronté et du coup tout ça en fait, en plus de l'entraînement et de tout ce bagage entre guillemets, parce que 2 mois sur toute une vie tu peux t'intéresser au développement personnel, tu n'auras pas fait le tour parce qu'il y a plein de notions hyper intéressantes, mais en tout cas sur ces 2 mois, du coup c'est ce que, d'ailleurs j'en parle dans le livre que j'écris, c'est je me suis rééduqué, c'est-à-dire qu'à 11 ans je me suis rééduqué. Pour moi le cerveau tu vois c'est comme un ordinateur. Tu peux reprogrammer la chose. Et je l'ai reprogrammé à 11 ans. Et c'était en faisant que des choses que je n'aimais pas. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça me paraît logique de te dire si quelque chose que j'adore et quelque chose que j'aime pas et que les deux apportent, ben, je sais que celui que j'aime pas va sûrement m'apporter plus parce que je sors de ma zone de confort quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Après, faut pas non plus être bête et têtu, c'est-à-dire que j'en sais rien, je fais un cheat meal, je vois une part de gâteau au chocolat, une part de gâteau au citron, je me dis j'aime pas le citron et j'aime le chocolat, je vais pas dire ah ouais mais je vais sortir de ma zone de confort en mangeant le citron, tu vois. Genre, Oui. faut pas non plus penser que comme ça, mais en tout cas sur les choses un peu plus poussées, qui amènent plus de réflexion, qui des fois demandent plus, bah, c'est souvent des choses que tu vas moins aimer et c'est ça qui te permet de vraiment évoluer, je pense. Mais gars, alors il y a un point que j'ai noté, et justement, je comprends pourquoi on s'entend bien, mais donc tu vois, l'hypersensibilité, bon, c'est quelque chose que je connais par cœur, et ce qui est très intéressant, et ce que j'aimerais savoir et comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'à 11 ans, ton hypersensibilité t'a emmené dans cette direction, alors que la mienne, elle m'a emmené vers la dépression. C'est-à-dire que toi, ça t'a ouvert un champ des possibles apparemment, et l'opportunité de travailler sur toi, et moi, ça m'a fait réaliser que, ok, le monde est comme ça, j'ai pas ma place, donc je vais me renfermer sur moi-même et je vais me couper de ce monde parce que j'y comprends rien et je me sens inapte à vivre dans ce monde. Tu vois, et donc moi, le début, ça a commencé déjà avant, mais d'une dépression vraiment formelle, et alors que toi, ça a été le début de ton ascension. Euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent sur ça. Peut-être tous les gens qu'on a rencontrés dans notre vie jusqu'à cet âge-là, le côté éducation, peut-être le côté culturel, l'endroit où on est, dans quel établissement on est, quelle phrase on a entendu. Et puis aussi, on n'a pas le même âge, donc peut-être aussi moi j'avais des outils, peut-être si j'avais pas eu aussi ce côté YouTube, regarder C'est des trucs vrai. d'entraînement, Ouais. regarder du développement personnel, ben, peut-être que le chemin aurait été le même aussi. Parce que, bah voilà, t'as quel âge déjà Eric? Je crois que je te l'ai déjà demandé la dernière fois, mais… 42. Donc tu as 42. Tu vois, à l'époque, on lisait des Et parchemins, il n'y avait pas YouTube et voilà, tout, tu vois. voilà, il y avait le parchemin, la plume, l'encre. Exactement, c'est ça, là, stylo je rigole. fumé, voilà, on n'a pas connu tout ça. non, mais en tout cas,
Ouais, je pense les outils n'étaient pas les mêmes, donc peut-être que je serais rentré dans une forme de dépression si j'avais pas eu les mêmes outils aussi, et tout ce qui englobe autour. Donc je pense que c'est aussi ça les enjeux. Et donc, tu sais, la dernière fois on parlait des réseaux sociaux, mais c'est vrai que quelque part aussi ça a du bon dans le sens où si tu vas bien t'informer et que tu essayes de voir des choses qui sont assez enfin des choses saines et qui apportent, on va dire, qui sont constructives, pas un mec qui, j'en sais rien, vidéo dégustation, je vais manger 3 boîtes de nougat et je vais vous dire lesquelles sont les meilleures, je m'en bats les couilles, ça va pas m'aider à mieux dormir et ça va pas m'aider à avancer dans ma vie, tu vois. Mais donc voilà, donc voilà, avec les outils, c'est vrai que je pense sur ça, c'est différent. Après, même si je me suis mis au sport à 11 ans, il y a quand même eu, je pense, des 11 aux 19 ans par la sensibilité et par des fois le sentiment d'être un peu incompris parce que j'étais un extraterrestre pour beaucoup et certaines douleurs des fois qu'on garde au fond. J'ai eu des périodes où j'ai été sacrément mal, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que avoir pris cette décision de se rééduquer, d'être assez discipliné et de se mettre au sport m'a permis, on va dire, de garder quelque chose de ancré en moi qui m'a toujours sauvé au final, tu vois, et qui m'a permis de me relever après chaque moment difficile. Donc voilà, c'est ça qui est assez important. Ouais. Parce que pareil, du coup, je me demandais, donc là, à 19 ans, niveau études, t'es encore dans les études ou t'es carrément sorti du système scolaire? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis sorti du système scolaire. Après, il faut savoir que même quand j'étais dans le système scolaire, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat. Ok. Mais pas à mon nom, les micro-entreprises ou quoi, je suis mineur, je ne pouvais pas. Mais moi, j'ai commencé de toute façon, c'est dans ce cas de figure qu'on s'est rencontrés, à faire de la création digitale. Donc, du montage, filmer certaines vidéos, etc. Donc, on va dire quand moi, j'en sais rien, j'avais 16 ans, donc j'étais même pas à ma dernière année de lycée, j'étais en première. Eh bien, j'allais voir mes profs. Bon, voilà, semaine prochaine, je suis en déplacement pendant 3 jours pour un projet pro. C'est juste s'ils pourraient m'envoyer les cours et ça. Eux, ils étaient en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte, le frérot? Genre, concentre-toi sur ton bac. Non, du coup, pour répondre à la question, j'ai eu mon bac, un bac général. Et ensuite, je me suis orienté vers un BPGEPS en alternance Ouais. pour voilà, avoir le diplôme pour pouvoir coacher et exercer le métier qui est lié à ma passion. Et puis maintenant, voilà, au statut de micro-entrepreneur et de créateur digital et d'athlète aussi, du coup, de haut niveau à vouloir chercher des records du monde. Voilà. Et t'es issu d'une famille d'entrepreneurs ou c'est juste t'as suivi ce chemin? Pas du tout? Pas du tout. Ok. Pas du tout. C'est-à-dire que dis-toi, et c'est hyper bienveillant, hein, je ne l'ai jamais mal pris, Ouais, mais oui. je sais, ma mère, quand j'ai commencé à être, enfin quand j'ai lancé ma première micro-entreprise, du coup qui était dans le digital, qui aujourd'hui n'est plus là parce que je n'exerce plus ce métier-là, eh bien ma mère elle disait oui mais la TVA, les charges, etc. C'est dangereux et tout. Mais ça, c'est les idées reçues, tu vois. Mais tout ça pour dire que j'étais dans une famille où forcément, il y a un peu de peur. Mais par contre, je sais que mes parents, mes frères, etc., qui ne sont pas du tout dans ça, ils ont toujours été incroyables dans le sens où ils sont très ouverts d'esprit. C'est vraiment, je suis dans une famille où on peut beaucoup communiquer. Donc si je parlais de ça, s'ils voyaient, même s'ils ne connaissaient pas, s'ils voyaient que je me renseignais bien et que j'étais vraiment dedans, de toute façon ils savent, c'est ça qui me fait vibrer. Let's go, tu vois. C'est-à-dire, dans tous les cas, au pire des cas, tu te pèteras la gueule, mais tu n'auras pas de regrets. Donc, fonce. Et bon, de toute façon, regarde, aujourd'hui, et en toute simplicité, sans prétention, tu vois, mais quand je vois, regarde, à 19 ans, j'ai un record du monde, mon père qui monte sur l'estrade, on se prend dans nos bras comme ça, et il me dit, je suis fier de toi, mon fils, il a les larmes aux yeux, etc. Le papa qui suivait Major Gérald depuis quelques années et il se retrouve sur la vidéo de conclusion de Légion étrangère avec son fils et Major Gérald. Enfin, tu vois, quelque part, c'est hyper. Moi, je suis hyper heureux parce que du coup, Oui. à un moment donné, tes parents t'ont fait confiance, se sont dit, vas-y, fonce. Et au final, je pense en tant que parent, quand tu vois ton fils évoluer comme ça et un chemin que toi, tu connais pas qui peut faire peur et quand même y arriver. Je pense que c'est une putain de fierté et moi ça m'emplit de bonheur Ouais. quand j'y pense, tu vois. Oui, oui. Donc C'est c'est cool. ouais, ouais, c'est souvent ce que je dis aux gens qui ont parfois peur de se lancer
dans un changement de vie ou de carrière. Et par rapport aux parents, justement, et comme je dis toujours, les parents, c'est normal qu'ils vous mettent en garde parce que ils voient la vie en fonction de leur propre référentiel et vous C'est leur ça. parlez d'un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc, au bout d'un moment, au lieu de parler, bah, on peut que montrer, démontrer. Et Mm. c'est en montrant qu'on s'en sort, qu'on arrive à avancer, que là, bah, on verra que les parents, au final, vont être un peu plus ouverts à ça qu'au premier Ouais, abord. bien sûr, Mais c'est vrai, quand bien on sûr. arrive, on parle de travail, voilà, dans le digital, ce genre de choses, c'est quelque chose de Ouais. complètement. Ils n'arrivent même pas à le concevoir, en fait. Gagner de l'argent en Bien ligne, sûr, on comprend pas. c'est ça, c'est une génération où forcément, c'est un peu, enfin, ils comprennent pas du tout, tu vois. Ouais, c'est une notion de peur. Et puis même toi, c'est incroyable parce que quelque part dans ton parcours aussi, il y a eu de ça. Tu as changé du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, tu as vraiment pris la décision, voilà, de créer ce qu'il fallait en termes de coach sportif, de Hmm. changer de travail et d'évoluer. Et ça, c'est ouf, tu vois, parce que peut-être par rapport à ton éducation et tout, c'était des choses peut-être que tu conscientisais pas et tu disais c'est pas Ah possible, oui, ou peut-être la peur, etc. Donc c'est incroyable, t'en es la preuve vivante, tu vois, qu'aujourd'hui on peut avancer, on peut vivre de sa passion et on peut créer des choses de ouf, tu vois. ouais, ouais, complètement. Et c'est pour ça, ouais, d'ailleurs, que je te questionne beaucoup là-dessus, parce que c'est vrai que l'environnement, il joue énormément à ce niveau-là. Oui, C'est ça qui peut nous enfermer dans des prisons à vie, au final. Que ça soit l'environnement familial, nos proches, ou même le travail dans lequel on est. Moi, j'étais dans la fonction publique, donc en termes d'enfermement psychologique, on est à un très très gros niveau. Et là, ça te ferme toute perspective d'évolution, en fait. Donc, de baigner là-dedans, quand chez toi, tu as des fonctionnaires, au travail, tu es avec des fonctionnaires, les gens de ton entourage, ça, des salariés, des fonctionnaires et tout, mais donc ils sont tous dans ce même schéma de pensée. Toi, quand tu arrives avec des idées un peu, on va dire, à contre-courant de tout ça, ah bah t'es ah, tout bien seul. sûr. Et les gens, bah pareil, bon, le cerveau est fait pour ça, mais il te montre que les risques de ce que tu leur montres. Donc que les dangers. Donc C'est hyper complexe parce que souvent, bon après quand même c'est quelque chose qui se développe énormément, peu importe les catégories, les corps de métier, mais être auto-entrepreneur, monter son propre business, on est bien d'accord là-dessus. Même des fois je pense que ça devient trop un effet de mode, tout le monde veut ouais, devenir auto-entrepreneur, mais personne, parce que auto-entrepreneur c'est pas juste je suis un bon coach, c'est je sais gérer mon planning, peut-être plus tard gérer une équipe. Au niveau de la comptabilité, bah, avoir quand même des notions, administrativement parlant, savoir être bon, ça englobe plein de choses, donc même c'est se gérer plusieurs seul, métiers en un. c'est ça. Se gérer seul, bien sûr, gérer son emploi du temps. Donc bon bref, petit aparté là-dessus, mais ce que je veux dire par là, ce qui est compliqué, oui, forcément, dans tout chemin, quand tu vas faire quelque chose qui sort un peu du lot, il y a toujours ce sentiment de peur. Comment veux-tu ne pas avoir peur quand tu sais que, j'en sais rien, en France par exemple, bah, tu vas être micro-entrepreneur, euh, peut-être pendant 3 ans ça va pas fonctionner où tu vas brasser de ouf, tu vas juste brasser à peine pour manger et survivre, Ouais, et tu vas, et que tu vas voir que, bah, j'en sais rien, que peut-être en étant salarié, tu cotiserais plus pour ta retraite, etc. Et donc forcément, tu ne peux qu'avoir peur. Mais encore une fois, et moi j'aime le rappeler, bah, oui, si tu fais quelque chose pendant 3 ans et, et ça n'a pas évolué d'1 millimètre, va falloir revoir soit toi commenter tes compétences ou comment tu abordes les choses. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a aussi ce côté où ça ne tombera pas du ciel. Si réussir, c'était si simple, eh bien, quand tu te baladerais dans la rue, tu verrais que des personnes qui ont réussi et qui brassent et qui sont connues pour ce qu'ils font ou pas. Tu vois, et c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas pourquoi? Parce que le chemin, il est rempli d'embûches. Tu vas te péter la gueule, tu vas être à genoux, te- tu vas en chier. Et peut-être il y aura des moments où tu vas perdre espoir et te dire mais c'est pas pour moi, c'est pas possible, pourquoi lui il est arrivé pas moi. Mais hey, stop ça, tu vois, c'est réévalue ton plan d'attaque et après fonce, tu vois, et refais une rétrospective. 3 mois plus tard, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, graphique, bam bam bam, ok, je vois que ça, il faut que je fasse plus ça parce que ça a fonctionné, j'avance sur ça, etc. Et après c'est un putain de marathon, soyez endurant, tu vois. c'est ça. Donc Et c'est important. puis c'est vrai, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, l'importance du pourquoi aussi, surtout. C'est énorme, C'est énorme, ça, c'est énorme. fondamental parce que ça, c'est le piège à l'heure actuelle avec l'auto-entrepreneuriat, comme tu dis. Il y a un peu un effet de mode.
Alors que Ouais, parfois, on n'est pas fait pour ça. Le fait de se gérer ouais, tout bien seul, sûr, d'être son propre patron, il y en bien sûr. a, ça leur convient pas, tout simplement. Et au-delà de ça, c'est que il y en a du moment où ils rentrent là-dedans, ils voient un peu tout ce qui brille dans ce milieu et ils pensent juste réussite en termes de finances. Et ils vont dans une course du toujours plus. Sauf que, au final, est-ce que ça résonne vraiment au fond d'eux? Et il y en a, ils vont se tuer à la tâche, à travailler un taux d'heures colossal pour gagner toujours plus, et ils se retrouvent pas là-dedans. Ouais, C'est une quête de vaine. ouf. Ils arrivent jamais au bout. Ils arrivent à des montants qu'ils ne pensaient même pas atteignables avant de commencer. Et ils sont toujours dans le stress, dans l'insécurité. Ouais. Et ils se perdent. Ils se tuent à la tâche, ils se perdent. Ils sortent d'une prison pour s'en créer une autre. Et ça peut être un piège aussi. Ouais, c'est un gros piège, je suis complètement d'accord avec toi. C'est toute la complexité. Et je trouve ça super intéressant quand tu parles du pourquoi. Euh, je vais te faire part, moi, un peu de mon avancée personnelle depuis le record. Ouais. Euh, j'ai continué à travailler forcément parce que je ne peux pas ne pas travailler et, euh, et- et ne plus être dans un process de discipline, de dépassement de soi. Ça, c'est trop ancré en moi. Mais tu vois, tout à l'heure, en début d'épisode, je t'ai dit, ouais, je suis revenu de 3 mois, 3 mois, non, 3 jours de vacances que ma chérie m'avait organisé. C'était une surprise, je ne savais pas Ah où ouais. on allait, c'était super. Ouais. Ouais, ouais, donc voilà, on a été en bord de mer, on est allé dans la campagne avec des chevaux autour de là où on habitait, dans un petit cabanon en bois, balade à cheval dans les garrigues, etc. Donc c'était vraiment sympa. Puis le lendemain, voilà, un peu plus ville, mais avec un sauna dans là où on dormait, puis un gros hammam, et puis l'endroit super, le cadre génial. Et en fait, ça m'a permis de déconnecter. Et pourquoi? Parce que justement, pour revenir sur ce pourquoi, c'est que après le record, ce qui s'est passé, c'est que forcément, je viens de créer un événement de ouf, il y a tout qui s'accélère. J'ai une dose de dopamine, de cétosine, de hormonale énorme. T'es trop heureux, tu vois. J'en ai eu les larmes aux yeux quand j'ai battu le record parce que c'était l'achèvement de 2 ans, tu vois, de travail et de galère. Euh, et après, justement, c'est et après. Tu vois, parce que je sais déjà dans ma tête que je vais faire les burpees, je le sais. Mais comment stimuler tout ça, tu vois? Ouais. Parce que après le record, tu as une dose, ton cerveau il te dit, attends, mais là j'ai trop kiffé ce que tu m'as envoyé. Euh, et il y a quoi maintenant? C'est comme une drogue. Et ça revient à ce pourquoi. Et je sais qu'il y a eu 2 semaines, euh, là c'était 2 dernières semaines avant que je parte en vacances. Chaque matin, je me levais et je me disais pourquoi, tu vois? Parce que je pense que j'avais tellement fait et kiffé que la redescente, tu vois, c'est tu te re-questionnes énormément. Et ça, c'est hyper important. Je ne fais pas partie des pionniers, enfin des personnes qui prônent, pardon, toujours positive attitude, soyez toujours positif, restez dans vos objectifs. C'est bon, arrête, je m'en fous de ce que tu es en train de me raconter. Là, à l'instant T, le chaos fait partie de ta construction. Et moi, je sais que j'ai eu 2 semaines chaotiques où j'étais mal. Chaque matin, je me disais, putain, mais est-ce que le sport c'est fait pour toi? Pourquoi tu fais ça, etc. Des questions qui sont à l'opposé de mon état d'esprit quand je suis au clair. Mais c'est hyper important parce que ça me remet en phase et ça me redirige. C'est comme si là, je suis un missile, tu vois, je viens de battre le record. Là, je suis comme ça, je cherche ma nouvelle cible, même si je la connais déjà un peu, et là, bam, tu vois. Et donc, voilà, par exemple, c'est 3 jours de déconnexion totale, pas de réseau, pas de téléphone, profiter avec la personne que j'aime et souffler. Bah, en fait, après ces 3 jours, tu vois, ça m'a remis en phase et cette réponse au pourquoi, je l'ai à nouveau, tu vois, et je suis relancé. Et ça, c'est important. Et oui, forcément, du coup, le pourquoi est forcément de biais avec le facteur réussite, dans le sens où, oui, si tu te poses la question et que tu n'es pas dedans à 100%, déjà, c'est pas forcément grave, juste pose-toi les bonnes questions et fais preuve d'introspection et d'analyse. Euh, Si tu dois traverser 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois chaotiques parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail des fois en fonction des individus parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, tu les règles, prends ton temps. Le chaos, c'est instructeur. Et ensuite, après, tu réavises ta ligne de cible et tu fonces, tu vois. Ouais, Et complètement. ça, c'est important. Ouais. Ouais, et ça, j'en parle très souvent ouais, pour les compétiteurs ou même pour les objectifs au sens large, mais j'en parlais justement avec celui que j'ai accompagné sur une compétition récemment,
où je l'avais prévenu, en plus je lui avais dit, fais en sorte d'avoir un objectif qui prend le relais derrière ta compète. Parce que là, pendant des mois, ta vie, elle était cadrée, elle était rythmée, Ah, elle bien était sûr, organisée du c'est ça. matin au soir pour que tu atteignes son objectif. Tu n'avais pas le temps de réfléchir. Et la nature a horreur du vide. Donc, si après ta compète, il n'y a pas autre chose qui prend le relais, ben là, tu te retrouves face à plein de temps libre, Ouais, plein de perspectives, un cerveau qui vient d'avoir un gros pic, comme tu dis, de dopamine, et d'un coup, ouais, il n'y a plus rien. Donc, il va faire quoi? Gratification immédiate. ouais. MacBouffe, il va partir dans tout et n'importe quoi, s'il n'y a pas quelque chose qui prend le relais. Et ça, Ouais. c'est T'as primordial. clairement raison. Bah C'est oui, incroyable. Ouais, non, mais de toute façon, c'est exactement ça. Pour ma part, je sais que même si j'avais les burpees, et que je les ai toujours parce que je vais le péter ce record, mais oui, ce truc d'après, c'était la première fois que je l'ai expérimenté parce que c'était la première fois que j'accomplissais quelque chose de si grand pour moi. Donc peut-être je l'avais déjà un peu expérimenté sur des choses un peu plus petites, mais là c'était vraiment énorme pour moi, c'était très symbolique. De toute façon, le jour du record du monde, je le qualifie comme le jour le plus beau de ma vie à l'instant T. Et donc forcément, le yin et le yang, tu vois, enfin, la pièce, côté pile, côté face, forcément, tu as kiffé et tout, mais c'est exactement ça, c'est que le lendemain, ok, je dois me réévaluer tout bien, même si je l'avais déjà commencé, et repartir. Et ça a pris un petit mois, et je regrette pas, j'ai pris le temps pour, et je sais que là, je suis opérationnel, tu vois, Enfin, en tout cas, même si j'ai continué à travailler, à faire plein de choses pendant ce mois-ci, parce que voilà, je le faisais quand même, mais j'étais moins efficient forcément parce que quand tu te poses 40 questions dans la tête, il faut remettre de l'ordre. Et quand tu remets de l'ordre, tu peux réenvoyer pour 6 9 mois et après c'est un cycle. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dire que ça reviendra jamais, c'est impossible. c'est ça. Donc voilà, Tout est cyclé, quoi. ouais. Ouais. On est bien foutu, putain. Bah après, ouais, disons, quand on le comprend, bah, ça permet de bien vivre les choses. Ça se goupille Ouais, bien. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et puis c'est pareil, c'est un peu véhiculé par des courants un peu niais, des fois, des réseaux sociaux comme le positivisme à outrance, ce genre de choses. Il y en a qui pensent que le bonheur, c'est être dans une sorte d'hystérie positive du matin au soir. Et non, non, pas une seule ouais, seconde. Tout est une question de polarité en fait. Et donc il y a des phases de gros pics comme tu as expliqué là, après des phases un peu plus sombres, mais au final c'est même pas que c'est sombre, c'est plus de l'introspection justement. C'est une ouais, sorte de retour au clairement. calme pour redéfinir les choses, et après tu repars vers une période plus positive. Et après pareil, c'est le sens qu'on donne aux choses aussi. Bah même là d'ailleurs j'aimerais bien que tu en parles. Là on va plus parler maintenant de ton parcours jusqu'au record. Et donc, tu détestes faire des box jumps. Et pendant des années, en fait, t'as fait que ça. Donc, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe encore? C'est du masochisme, t'aimes les cagoules C'est en du cuir, tu masochisme. vois, non, mais voilà, Tu sais, qu'on me l'a déjà dit, on m'a dit, mais t'es maso, c'est pas possible. c'est ça. C'est comment, tu vois, Ah, comment t'as pu réussir quand même à avoir du plaisir sur le chemin. bah, en fait, le plaisir de se voir évoluer. C'est-à-dire que Ouais, même si j'aime pas le mouvement en soi, bah, je vois que chaque mois, je gratte des reps, je suis plus performant sur le plan cardiovasculaire. Euh, En fait, je me rapproche d'un objectif. Donc, c'est cet effet de ligne d'arrivée et ce truc en fait, c'est focus. C'est-à-dire que, euh, oui, si tu fais quelque chose que t'aimes pas, mais qui va t'apporter, et que quand tu le fais, tu penses juste à la chose que t'aimes pas, ben ouais, forcément, tu vas pas tenir long feu. Par contre, si tu fais quelque chose que t'aimes pas, que tu sais qui va t'apporter, et que tu penses à l'objectif et donc à ce qui va être derrière et ce que ça va t'apporter et que tu te focuses vraiment sur ça, donc voilà, une mentalité un peu visionnaire, forcément, bah, ça devient moins compliqué quelque part, tu vois, c'est être concentré sur la ligne d'arrivée, tu vois, donc c'est ça qui, je pense, m'a permis, malgré pas aimer faire des box jumps, euh, continuer à en faire et avoir une forme de kiff au final. Parce que tu te retrouves à faire quelque chose que t'aimes pas et à devenir le meilleur dans ce que t'aimes pas. C'est ouf, tu vois. Et ça t'a demandé des ressources et tu te sens plus solide après, tu vois. oui, oui, c'est Donc ça. ça c'est important. En termes de travail sur le mental, c'est colossal. Parce que, encore, bah d'ailleurs, comme d'habitude, ce que j'essaie de transmettre à chaque fois à travers mon contenu, c'est de faire un transfert de ce qu'on apprend par le sport ou la muscu sur la vie de tous les jours. Et donc, cette forme de résilience que tu as assimilée avec cette expérience,
est colossale. Parce que si tu l'appliques dans l'entrepreneuriat, où il y a plein de choses, plein d'étapes qui sont pas forcément agréables, c'est la même chose. Ça fait la même chose parce que tu vas plus te focaliser sur ce que ça va t'apporter au long terme et du coup, tu es inarrêtable. Ah, C'est bien sûr. complètement ça. Voilà. C'est la vision long terme. C'est comme ceux, on en parlait tout à l'heure, ceux qui ont peur quand ils lancent un business, etc. Oui, des fois, il faut réévaluer les choses, mais ayez la vision long terme. Soyez mort de faim et après, on lâche pas, tu vois. C'est comme ça. C'est missile, tu vois. J'aime bien souvent la comparaison avec le missile. Tu as un missile guidé, il y a ta cible et feu. Ouais. Et ouais, pareil, justement, donc pendant ton parcours, tu as eu pas mal de petits challenges, de petites épreuves. Voilà, c'était pas simple. Donc justement, j'aimerais bien, parce que pareil, tu vois, on ne retient que les réussites, et même certains vont dire oui, mais pour lui c'était plus facile, il n'y a pas eu de problème, et nanana, des responsabilisations habituelles. Donc voilà, j'aimerais bien justement que tu nous expliques un peu les petits soucis que tu as pu rencontrer Ouais. sur ton chemin. Le parcours a été long, vraiment long. Je pense que, dans tous les cas, ça m'a beaucoup appris. Chaque difficulté de ce parcours pour le record du monde, parce qu'en fait, il faut savoir que les 1006 répétitions en 1 heure, quand j'ai commencé à m'entraîner, je faisais 80 kilos. Okay, j'étais sec, physique athlétique, mais sans plus. J'ai battu le record en faisant 1020 répétitions une première fois, mais officieuse. Là, je vais te parler que des records officieux. Dis-toi que toutes les fois où je l'ai battu avant, c'était officieux, donc ça n'a jamais été officialisé. Je l'ai battu une première fois, je me dis, il faut que j'officialise ça. J'ai eu ma première grosse peine de... Enfin, ma seconde grosse peine de cœur, mais c'était une relation qui avait duré 2 ans, et forcément à 17 ans, quand tu as été... En plus, on habitait ensemble, donc 2 ans de Oui. relation où tu habites avec la personne de tes 15 à 17 ans, tu te construis beaucoup, ça se termine. Ça m'a pas mal impacté. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis plus orienté du coup dans l'aspect body, musculation, qui me passionne toujours énormément, mais du coup, je sais pas, j'ai voulu aller plus dans ça suite à voilà, ce que j'avais vécu et tout. Donc voilà, vu que en ayant l'objectif de faire de la compétition sur le long terme, forcément, du coup, il y a tout ce qui comprend la compétition. Je pense que tu vois de quoi je parle. Oui. Donc, à ce moment-là, je pense que c'était une erreur, très clairement, hein, s'il n'y avait pas assez de recul sur les choses. Mais donc, je prends quoi? Je prends 25 kilos. Donc, je monte à 105 kilos. Bon, forcément, un peu de rétention d'eau, etc. C'est pas que du muscle, tu te doutes bien. Donc, j'arrive en septembre 2022. Je commence mon alternance dans une salle de sport. Et dans cette salle de sport, ils me disent, je parle vite fait du record que j'avais fait avant parce que ça restait une anecdote, ça restait un truc comme ça. Ils me disent, ouais, c'est incroyable ton truc. T'es chaud pour notre anniversaire, donc ça tombait en octobre, de créer un événement où tu tentes de battre ce record. Moi, je suis à 1 mois de l'échéance. Bête comme je suis, je me dis challenge à fond, je vais le tenter, tu vois. 25 Frérot, kilos en plus. voilà, c'est ça. Et donc, je commence avec une diète, mais horrible. Genre, le truc qui te tabasse pour vraiment perdre le plus possible et le plus rapidement possible. Et ce qu'il faut surtout pas faire, tu vois. Zéro énergie, nickel. Ouais, zéro énergie, pas bien. En plus, enfin voilà, donc l'événement qui arrive, j'arrive. J'avais perdu combien? J'avais perdu 12 kilos quand même en peu de temps. Mais je suis crevé, je suis séché. C'est-à-dire que, d'autant plus que du coup, en me disant ça, ça ne sert à rien de continuer à se substanter d'oméga 3. Donc, j'arrête de me substanter d'oméga 3, mais je suis dans un protocole de relance. Donc, forcément, je ne suis pas au mieux hormonalement, tu vois. Et je veux battre un record du monde. Tu vois, genre le mec il a rien compris, tu vois. Donc Les pires conditions du monde, ouais. les pires, je te jure, les pires. Je fais, l'événement se passe. En plus il y a du monde un peu, enfin du monde, il y a quand même 40 personnes, tu vois, donc c'est quand même un peu de monde. Je saute. Dès le début, dans mon regard, de toute façon, les gens qui me connaissaient me disaient, il n'y avait même pas ton regard de j'ai faim, de je veux gagner, de trucs. J'étais juste fatigué
Et je me disais, il faut que j'assume, mais j'étais pas bien, tu vois. De toute façon, c'est normal quand tu as la fatigue, la diète, le plan hormonal qui te suit pas. C'est le pire scénario que tu puisses avoir. Tu as des kilos en trop en plus. J'en faisais 90, tu vois. J'ai trop de kilos en plus. Donc, je fais le max. J'ai quand même fait un score de 820 répétitions en 1 heure ce jour-là. Donc, je n'ai pas battu le record, mais j'ai bombardé. C'est-à-dire que, de toute façon, tu le verras sur la vidéo YouTube qui paraîtra, mais j'ai fait 5 ou 6 malaises sur l'heure. C'est-à-dire où Ah genre, oui. j'ai la tête qui tourne et je tombe comme ça sur la boxe. Et genre, je suis à moitié dans les vapes. Genre, vraiment, tu vois mes yeux partir. Et genre, je fous un bras sur la boxe. Le deuxième, je me relève et je continue à sauter parce que je veux pas lâcher le morceau, tu vois. Donc, je pense, en tout cas, c'est sûr que là, je me suis dépassé, mais j'ai pas battu le record. Donc là, je le bats pas. Après ça, forcément, c'est une grande claque dans la gueule, un échec. Surtout qu'il y avait quand même des opportunités professionnelles. Si je battais ce record, j'aurais eu des trucs sympas, mais bah, je ne l'ai pas battu. Donc, petite claque dans la gueule. Ensuite, pareil, je me dis, bon, bah, je repars dans le body. Donc, j'oublie les box jumps. Body. Je reprends, là, je monte à 120 kg presque. Ah ouais, quand même. Ah, mais attends, je vais te montrer vite fait la caméra. Je t'enverrai la photo si jamais tu veux la mettre sur le montage. Parce que Mais moi, tu m'avais montré une photo, mais je crois pas que c'était 120, c'était plus 100, je crois. non, le max que j'ai été, c'est ce physique-là. Je suis grand en taille, donc j'ai des longs segments, etc. Mais voilà, Ah ouais, d'accord. tu vois. Ouais, il Donc s'est ça, passé un c'est petit truc. vraiment… Il s'est passé un petit truc. Enfin, en tout cas, j'ai pris quelques compléments alimentaires, quoi. Ouais, ah, ils étaient bons, les oméga 3. Ça C'était marche excellent. fort, hein. Créatine oméga 3, lourd. Créatine oméga 3, c'est vraiment les compléments alimentaires. Il Ouais, faut que ouais. j'arrête, c'est le placement de produits horrible. Non, non, non. Non, le tribus, tribus. Incroyable. Donc voilà, je repars à fond body. Il faut savoir qu'à par contre, à cette période, je suis très très mal. J'ai, bah, je me suis installé seul. J'ai vraiment un entourage pas incroyable. Je jette la pierre sur personne, tu vois. Je pense des fois, il y a des gens à des périodes de leur vie, ils sont pas très bien et des fois, on s'entraîne tous vers le bas et c'est pas forcément simple. Donc, je pense, je critique personne et je suis là pour parler du mal de personne, mais c'est vrai qu'à cette période-là de ma vie, mon entourage était très négatif et m'entraînait plus vers le bas que vers le haut. Donc forcément, même moi, j'étais pas dans des bons états d'esprit, très clairement. Euh, Bah, en plus, enfin, on rigole avec les compléments alimentaires, mais enfin, ce type de complément, mais ça aide pas aussi pour ça, hein. Ça aide pas du tout. J'étais Ça complètement dans le mal. exacerbe tout. Ouais, c'est ça. De toute façon, enfin, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais on va dire si tous les facteurs de ta vie sont incroyables, tu as la bonne chérie, tu as l'argent, tu as ta maison, tu voyages où tu veux, enfin tout ce que tu veux et tu prends les compléments alimentaires, tout va bien, tu vois. Mais dès que tu as un pépin, ça le grossit fois 10 en fait, Ouais, tu vois. exactement. Et c'est ça qui est compliqué. Donc forcément, c'était un gros bordel. Et je pense même pendant cette période, ça a réveillé plein de bah voilà, pas mes côtés lumineux en réalité, hein, je vais pas mentir, hein, très clairement. Ah, pardon. Euh, voilà, c'est ça. Et que j'ai pas su maîtriser, je pense. Donc voilà, c'était assez compliqué, j'ai arrêté les box jump et donc il y a eu toute cette période qui a duré 6 7 mois. Ensuite, j'ai arrêté les compléments, tu vois, une bonne fois pour toutes. On s'est rencontrés parce que quand c'est arrivé un mois après où on s'est rencontrés au Portugal, et à ce moment-là, j'étais vraiment dans un état d'esprit où je rebondissais et que j'allais prendre des décisions et vraiment voilà, de toute façon, j'étais dans un bon état d'esprit et très content, tu vois, à ce moment-là, parce que je sortais de plein de trucs compliqués. Ouais. Euh, et puis, du coup, après, retour du Portugal, je décide, enfin, je pars de l'endroit où j'étais. En réalité, retour du Portugal, gros retour de médaille par rapport à des trucs perso sans rentrer dans les détails, mais qui ont fait que je me suis retrouvé sans travail, sans chez moi et sans argent à ce moment-là. Donc, c'était vraiment la merde. J'ai pas de souci à en parler, tu vois, pour moi ça fait partie de l'histoire, j'en parle dans mon livre davantage dans plus de détails, mais c'est vrai que voilà, il y a eu tout ça. Et donc à ce moment-là, bon ben voilà, tu te retrouves au pied du mur, même si tu étais en train de remonter, tu t'es pris une claque dans la gueule, mais méritée parce que des fois c'est voilà, des complications de plein de choses que tu as laissé traîner, et donc maintenant tu assumes, tu te mets face à tes responsabilités, et donc je me retrouve au pied du mur, et là je me dis ok, bon maintenant t'es déjà bien bas.
soit tu continues à être une grosse merde. Je me parle comme ça dans ma tête. Hein. Franchement, c'est soit tu continues à être une grosse merde, soit tu décides de te mettre face à tes responsabilités, avancer et aller chercher ce putain de record du monde parce que c'était pour ça que tu étais là à la base, c'était ce que tu voulais et voilà, même si le body, je suis passionné, etc., j'ai pas la génétique pour faire partie des meilleurs. Donc dans ma vie, bien sûr que je ferai une compétition pour vivre l'expérience, c'est incroyable, mais je ferai pas carrière dedans. Donc pour l'expérience, je veux le vivre, mais je sais que ce qui m'anime autant, voire plus, ça va être le côté performance. Et là, je sais que je m'entraîne assez au niveau psychologique et physique pour aller chercher des trucs. Et donc je me dis, maintenant, tu fermes ta grande gueule. J'ai déménagé, je suis retourné dans ma petite ville d'enfance. Je suis allé dans la salle, capuche, écouteur. Je voulais que personne sache qui je suis, me remarque, échanger avec personne. Peut-être trop associable, mais en tout cas, c'est ce dont j'avais besoin. Je voulais pas un bruit. Je voulais vraiment pas que ça parle de moi ou ce que tu veux. Voilà, peut-être c'était poussé à l'extrême, mais au moins j'étais vraiment focus dans ma bulle. Je suis dans ma bulle, box jump, muscu, box jump, cardio, muscu, box jump, cardio, muscu, diète, etc. Donc ça arrivé en septembre 2023. Et ensuite, du coup, je me suis entraîné. Ouais, j'ai commencé, du coup, je faisais presque 120 kilos. Non, quand j'ai repris les entraînements, c'était un mois avant de te voir, je faisais presque 120 kilos. J'avais déjà perdu du poids et j'en ai reperdu après. Et j'ai perdu les kilos que j'avais à perdre. J'ai perdu les kilos que j'avais à perdre cette fois un temps imparti plus long. Et je me suis dit, quand je reviendrai avec quelque chose, je ferai du bruit et je battrai ce record une bonne fois pour toutes. Et donc je me suis entraîné pour et nous y voilà. Voilà. Mais il y a eu encore d'autres challenges entre septembre et... Oui, il y en a eu encore, ouais. Ok, tu veux aussi cette partie-là? Ah bah oui, oui. Ah ok, De ok, toutes les ok. épreuves, tu vois. Ah ouais, non, ouais. Ah oui, oui. Ok. Là, Ok. c'était trop facile, oui, des petites galères. Bon, ça Oh, va, c'est rien. Petites erreurs de jeunesse, bon, voilà, ça nous arrive tous, on monte à 120 kilos, bon, voilà. voilà, on Bon, monte à maintenant, 120 kilos, on redescend à 90. non, j'en Ok. manque encore, là, c'est trop facile pour toi, t'as eu de la chance. Maintenant que je t'ai raconté la première partie, forcément la partie prépa Ouais. de septembre à mai, le premier enjeu, donc, c'était forcément perdre les kilos et retrouver la performance, l'explosivité et le cardio. Parce que j'arrive, mon cardio, moi, mon cœur, j'ai fait un peu d'escalier, de marche inclinée pendant 20 minutes après les séances ou 20 minutes avant, mais j'ai pas le cardio d'un mec qui va taper plus de 1000 box jump, clairement pas. Donc ça, il a fallu. Ah oui, de base, tu fais jamais de cardio, en fait. J'en ai pas trop fait pendant Très peu. voilà, et c'était une grosse erreur. Donc voilà, faut récupérer tout ça. Bien sûr, après j'ai de la mémoire, c'est-à-dire je l'avais déjà battu un an et demi avant, mais faut aller rechercher tout ça. Ok, c'est challengeant, je fais mes box jump. De toute façon, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais de toute façon, mes entraînements consistaient cardio le matin. Donc je faisais entre 1 heure et 2 heures de cardio, ça dépendait de ma forme. J'écoute vachement mon corps dans ce qui va être préparation, j'écoute beaucoup mon corps. Donc cardio. Ensuite, l'après-midi, je faisais mon entraînement de musculation classique. J'adaptais juste certains mouvements et certaines méthodes de travail en fonction du box jump, hein, forcément. Donc, des fois, un peu plus de force sur mes protocoles, etc. Après la partie musculation, je partais sur les box jump. Donc, en fonction du muscle que j'avais entraîné, peut-être j'ai espacé la séance, mais généralement, c'était après. L'entraînement de box jump durait environ 1 heure. Je pouvais travailler en hauteur, lesté. Des fois 1 heure, des fois sur les protocoles 20 minutes tu bombardes, tu fais le maximum pour avoir un gros volume en peu de temps et t'essayes, au moins ça t'apprend à aller, voilà, quand tu vas vraiment, comment dire, ce qu'on appellerait être oxy, c'est-à-dire au bout de 20 minutes par contre je peux plus rien donner. Des fois entraînement ça pouvait m'arriver mais plus occasionnellement je prenais 2 heures et en 2 heures j'essayais de faire un gros volume de box jump sans me tuer chaque minute. Voilà, les entraînements changeaient. Et ensuite, après, bien sûr, le soir, avant de me coucher, j'essayais d'espacer, bien sûr, avec les entraînements de base, mais je m'étirais. Donc, je m'étirais généralement entre 20-25 minutes, une demi-heure grand max, ce qui me permettait vraiment de détendre tout ça parce que le volume de travail était énorme quand même. Donc, tout ça, ça m'a permis de perdre les kilos. Comme tu le sais, le record du monde de box jump, c'est fait à la Légion étrangère.
de 4e régiment de la Légion étrangère. C'était un gros challenge. Donc ce qui s'est passé, c'est en novembre. Donc ça fait 3 mois que je me prépare sérieusement pour le record. Je dois être à un score de 1000 répétitions à peu près. Enfin, je suis à 50 reps du record, donc je l'ai presque. Euh, J'avais besoin un peu de décompresser. Donc avec une de mes amies, elle me dit, bah, c'est quoi, exceptionnellement, Lohan, ce soir, viens avec nous, on va boire un verre dans un bar. Ça va t'aider un peu de t'aérer la tête, donc j'accepte. J'y vais avec mes amis. Mon ami a un ami commun qui est légionnaire, qui vient à la table, on échange. Moi, j'étais toujours dans ce truc à être très sur la réserve, tu vois. Je voulais plus trop. C'est vrai que les interactions sociales, je voulais plus trop. C'était passé trop de trucs par le passé et j'avais besoin un peu de me retrouver vraiment dans ma bulle. Mais bon, mon ami dit à Mathieu, parce qu'il s'appelait Mathieu le légionnaire, eh bien, Lohan, il prépare un record du monde de box jump. Ok. Du coup, Mathieu s'intéresse, hein, donc je lui en parle, on discute, et de là, il me dit, punaise, ça pourrait être vraiment stylé si tu... Enfin, non, attends, je reprends. Mon ami lui dit aussi que je cherche une structure d'accueil, parce qu'à ce moment-là, j'en cherche une structure d'accueil. Mathieu dit, ça pourrait être intéressant que tu viennes le faire à la Légion étrangère à l'occasion de Cameron qui se passe en mai. Cameron, c'est une fête de légionnaires qui se fait chaque année. Mais je te garantis rien parce que en soi c'est très compliqué. La Légion, tu passes par toute la hiérarchie quand tu fais une demande, etc. Et il faut vraiment passer par l'interne. Hein. C'est pas genre t'envoies un mail à la Légion en tant que civil. Est-ce que je peux faire ça? Enfin, peut-être c'est possible, mais en tout cas je pense que c'est très compliqué. Donc il me dit je te garantis rien. Moi je lui dis directement, voilà, moi la Légion c'est un établissement, voilà, il y a des valeurs de discipline, de dépassement de soi. Forcément pour moi c'est un honneur, ce serait incroyable. Donc, je dis à Mathieu que je suis trop motivé, que j'ai envie, que je trouve ça intéressant à voir maintenant. Et Mathieu, bah, forcément, il me dit, mais qu'est-ce qui me garantit que tu n'es pas un beau parleur? Parce que c'est vrai, il ne me connaît pas. Il me dit, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu n'es pas juste un beau parleur et que tu dis que tu as un record du monde, mais que tu ne l'as pas. De là, bah, moi, forcément, avec les épreuves que j'avais traversées par le passé et le vécu malgré mon jeune âge, je lui dis, écoute Mathieu, je pense que dans la vie, les actions ont bien plus de poids que les paroles. Donc ce que je te propose, c'est invite-moi à la Légion étrangère de manière officieuse et je battrai le record du monde devant toi et tes supérieurs. Et par contre, si je bats ce record du monde devant vous, vous deviendrez ma structure d'accueil et on fera l'événement officiel. Donc, février 2024, 3 mois après, tout est validé. On m'invite à la Légion étrangère. Je bats le record du monde en faisant un total de 1180 répétitions. Donc plus que ce que j'ai fait à la tentative officielle. Donc les mecs, forcément, ils sont contents, tu vois. J'ai pas menti, tu vois. C'était dur. En vrai, j'en ai chié, par contre. Du coup, après, feu, c'est parti. Moi, je lance forcément le projet de l'événement. Donc je commence à échanger, faire travailler un peu mes contacts, entre guillemets, inviter des personnes que j'estime, qui sont inspirantes et que j'ai envie de voir pour la tentative, hein, potentiellement. Et puis, j'organise tout l'événement. J'écris un livre donc, qui s'appelle Destin forgé, record brisé. Record brisé, destin forgé. Le mec, il connaît même pas le titre de son livre. C'est la fatigue. Ouais, c'est la fatigue. Et donc, il retranscrit toute l'histoire au niveau de cette préparation, des difficultés, et puis aussi qui parle aussi de beaucoup de notions psychologiques, de discipline mentale, comment des techniques au niveau de, voilà, quand tu as un objectif, comment y arriver, des petits tips, etc. Donc avec ma petite expérience, en tout cas, tout ce que je pouvais apporter à quelqu'un qui lirait un peu mon histoire. Et ensuite, on crée voilà, le site internet coaching, tout ça, donc beaucoup de travail. On arrive au record du monde. Et après, là, c'était le jour J. Hein. De toute façon, il y avait du monde. C'était en plus l'honneur de le faire sur la place d'Armes. La place d'Armes, c'est une place très symbolique. La Légion 1, en te racontant une anecdote là-dessus, un coup, au moment où on devait aller chercher encore des affaires à nous après le record dans le bureau du capitaine, si tu veux, le bâtiment, tu as le bâtiment là du capitaine, tu as la grande place d'Armes et tu rentres par là. Et moi, je rentre là et je suis avec mon beau-frère. Et en fait, on se dit, il me dit, ouais, il n'y a personne sur la place d'Armes et tout. T'es sûr qu'on peut passer là ou on doit faire le tour? Et moi, je dis, mais non, t'inquiète. Enfin, moi, j'ai fait un record du monde dessus. Je me dis, on peut y passer. Donc, j'y vais. Et là, on se fait démarrer par des légionnaires en disant, qu'est-ce que vous faites là? Comme ça. Et nous, on est en mode,
merde, tu vois. Tu le vois les mecs en tenue avec les armes et tout, t'es en mode les gars, moi je voulais juste aller voir le bureau du capitaine. Et donc c'est strictement interdit, mais parce que c'est une place qui a une certaine symbolique. Et donc voilà, donc moi c'était un immense honneur d'avoir les autorisations pour battre ce record du monde sur la place d'armes. Et donc voilà, après l'échéance, et forcément du coup dans les pépins, oui, 1 mois et demi avant le record, je m'étais déchiré le mollet, je t'en avais déjà parlé la Ah, dernière. voilà. Ah, tu voulais que j'y vienne, allez, J'y attendais. tu Ouais. l'attendais. J'ai dit, va le Il va zapper. le Non, mais... zapper, il abuse là. Non, non, je le zappe pas, t'inquiète pas, mon mollet, il n'oublie pas sa déchirure. Et donc ouais, la déchirure au mollet qui s'est passée 1 mois et demi avant, donc forcément c'était encore une embûche, c'était compliqué, c'était stressant. Maintenant, après, il faut, en situation de stress où tu sais pas exactement ce qui va devenir, parce que là c'est le corps qui répond plus, oui, je me suis posé, je te cache pas, j'ai tout testé, hein, honnêtement. Hein. On m'a parlé de magnétiseur, de guérisseur, de tout. J'ai tout testé parce que forcément, tu es un peu en mode merde. Moi, j'ai un record dans 1 mois et demi. Comment je vais faire? Surtout quand la médecine, on va dire occidentale, voilà, les urgences et tout le monde me disait annulez votre record, vous n'allez pas l'avoir, vous allez vous déchirer. Voilà, donc c'était compliqué. Maintenant, voilà, une semaine avant l'échéance, on me fait une dernière échographie. Il n'y a plus de traces de déchirure, donc forcément, je me suis bien rééduqué et ça a été une chance parce que, je veux dire, pour refaire de la pliométrie derrière une déchirure, il faut quand même attendre un certain temps et c'est pas en 3 semaines que ça se fait. Donc voilà, j'étais content. Maintenant, on m'a diagnostiqué que quand mon mollet se contracte, il y a une artère qui se bloque, qui empêche l'alimentation en termes de sang et tout ce qui va avec pour le muscle. Et donc forcément, qui dit ça, dit chance de déchirure plus élevée. Et pour empêcher ça, il faudrait que pour laisser un peu plus de place à l'artère, il faudrait que j'étire un peu mes fibres qui des fois sont un peu trop, voilà. Et qui dit étirer un muscle, dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de déchirure ou de fragilité derrière. Donc tu comprends, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'en fait, cette artère qui se bloque provoque une déchirure et ce qui fait que l'artère ne se bloque pas, c'est l'étirement. Mais ce qui fait que quand tu as une déchirure et que l'artère est bloquée, bah, tu ne peux pas étirer un muscle déchiré, sinon tu le déchires encore plus. Donc c'était assez compliqué. Mais voilà, j'y suis allé au mental, j'ai eu mal, hein, je ne te cache pas. À partir de 400 sauts, tu me vois en train de me masser le mollet parce que j'ai mal. Mais bon, après, j'ai serré les dents. C'était 2 ans de travail, c'était des galères. C'était là, on y était, c'était le jour J. J'avais déjà vécu un échec, donc je suis allé puiser au plus profond de mon âme. Donc, douleur ou pas douleur, je suis allé chercher ce record, tu vois. Et d'où le fait que j'ai fait 1078 répétitions et pas 1200 comme j'aurais aimé, mais ça c'est le jeu, tu vois. Il y a un monde entre les entraînements perso ou les tentatives officieuses et ce qui est officiel. Et donc forcément, moi je suis quand même très heureux d'avoir pu le battre, hein, avant tout, avec les enjeux et les difficultés qu'il y avait, donc je suis content. Mais ouais, bah, ce qui paraît, c'est en termes de dialogue interne, quand tu t'es blessé, que les médecins te disaient c'est mort, comment tu faisais pour avoir. On dirait que tu as une forme de foi en fait. Ouais. Tu vois, quoi qu'il arrive, il y a ton objectif. Et même si tout le monde te dit c'est mort, tu vas te déchirer une bonne fois pour toutes, abandonne et tout, toi, tu peux pas dévier. Mais justement, psychologiquement, qu'est-ce que tu te dis dans ces Bah, en moments-là? fait, c'est incroyable parce que tu as donné un peu la réponse. Tu as dit, tu as une forme de foi. Pour moi, la Ouais. foi, c'est-à-dire que par exemple, je sais que je ne suis pas croyant. Euh, j'ai un profil athée. Par contre, je trouve ça incroyable. Pour moi, la foi, elle te permet, la foi en quelque chose, en quelqu'un, en une idée, te permet sincèrement d'aller plus loin, de sortir de certaines difficultés et d'avancer avec une arme supplémentaire. C'est-à-dire que pour moi, le câblage psychologique est hyper important. Et quand tu as foi en ton projet et en ton aptitude que ton cerveau a la capacité de te rendre plus résistant, meilleur, plus rapide, plus performant, moins assujetti aux blessures, moins assujetti aux maladies, tout ce que tu veux, peut-être je le pousse à l'extrême et peut-être les gens en entendant ça vont me prendre pour un extraterrestre, mais je te jure, Eric, peut-être de toute façon, c'est le principe même de la foi. J'ai foi en ça, donc quelque part, peut-être que je suis dans le faux. Mais le fait, dans tous les cas, de penser être dans le vrai,
a toujours fait que je m'en suis sorti et que je peux aller chercher ces choses-là. Et moi, c'est ça ma plus grande foi, c'est-à-dire que la seule barrière que nous avons dans la vie, de manière générale, hein, bien sûr, c'est notre mental, c'est notre cerveau. Prends le contrôle de ton cerveau, tu prendras le contrôle de ta vie et tu te rendras compte que tu es capable de faire des choses bien plus importantes, bien plus qui ont bien plus de sens en prenant le contrôle de ton cerveau, tu vois, simplement. Et donc j'avais foi, c'est-à-dire que j'avais foi. J'allais battre ce record, j'allais pas me déchirer. C'est-à-dire mon discours interne, c'était ça. J'en parle encore une fois, je fais la référence du coup au livre, mais dans mon livre, je parle avant la première tentative, où j'ai eu mon premier échec, donc en octobre. Eh bien, mon discours interne était « il faut que je le batte ». Il faut que je le batte. Ok ? Mon discours interne avant la dernière tentative où je l'ai battu, c'était « je vais le battre ». Tu vois la différence ? Il faut que je le batte, Oui. je vais le battre. Donc il faut, ça renvoie forcément à un biais cognitif de « il faut que j'arrive à faire ça, mais c'est pas sûr ». Il faut parce que j'ai envie, parce que ça m'apporte ça, c'est la récompense, etc. Mais tu t'envoies à ton cerveau, il faut. Donc il faut, ça veut dire qu'il y a peut-être une possibilité que ça va pas réussir, tu vois, j'en sais rien. Il faut que je finisse ce verre d'eau en moins de 5 secondes. Mais peut-être je vais pas y arriver, tu vois. Il y a une porte de C'est sortie. ça, il y a une porte de sortie. Par contre, je vais finir ce verre d'eau en moins de 5 secondes. Là, je t'assure que je vais le faire. Je vais. C'est du futur. J'envoie mon cerveau vers là-bas déjà, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est le discours interne. C'est trop important. Ah, complètement. Et je sais qu'en termes de discours interne, pour ma part, ça a commencé sur des phrases que j'écrivais sur un cahier, sur des feuilles que je me lisais matin ou soir régulièrement. Parce que des fois, au tout début, quand tu n'as pas l'habitude de te faire du discours interne et que ça ne paraît pas être automatique, tu vois, être quelque chose de normal, bah, je l'ai lu, je l'ai écrit, je l'ai surjoué, mais je l'ai écrit. Je le lisais chaque matin jusqu'à ce que ça devienne une évidence dans mon cerveau. Et maintenant, mes discours internes sont très en phase avec l'objectif, positif, constructif et sortent, on va dire, du champ des possibilités, l'échec, entre guillemets. Ouais. Tu vois. Et quand bien même j'échouerai un jour, je serai là pour me relever derrière et j'irai chercher ce qui me fait vibrer, tu vois. Je reviens sur la puissance du cerveau et son potentiel pour tout autant détruire notre vie ou en faire quelque chose de Ouais. grand. Et tu vois, c'est incroyable. Et ça, c'est un truc que j'avais, avant de découvrir, tu vois, tout, à travers la lecture et Ouais. tout, avant de comprendre un peu tous ces mécanismes du cerveau, ces mécaniques. Une fois, je sais plus, bah pareil, j'étais en introspection quand j'étais beaucoup plus jeune et je me disais, putain, mais avec ton cerveau, t'arrives à vraiment réduire tes perspectives de vie à néant. Ouais. Tu vois, je voyais que de la noirceur partout, je voyais que le négatif dans toutes les interactions humaines. Après, je suis pas devenu non plus un hyper positif, hein. Je sais qu'il y en a toujours, mais je ne vois pas que ça en fait. Ouais, bien sûr. Et je choisissais de tout voir ce prisme négatif. Et donc, bah, ma vie était à l'image de ça. J'étais en stagnation Bien constante. sûr. Et du moment où j'ai réalisé ça, j'ai une puissance infinie pour détruire ma vie. Mais si je mettais tout dans l'autre sens, en fait, si je reconditionnais mon cerveau pour essayer de voir les choses sous un autre angle et ouvrir mon champ des possibles, ça pourrait être complètement différent. Et c'est depuis, enfin, voilà, après, c'est un ensemble de choses, mais ça fait partie des prises de conscience qui ont fait que j'ai pu évoluer. Mais ça, c'est incroyable quand même à quel point on peut se détruire. Et c'est pour ça que j'en parle autant justement à travers mes Non, bien contenus. sûr. Parce que c'est horrible au final de se Mais dire de ça. toute façon, en vrai, je pense que tu seras d'accord avec moi, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, hein. Pour moi, on peut autant Complètement. s'élever que se détruire. Et ça, c'est les C'est choses ça. que souvent, malheureusement, les profils de personnes qui sont dans quelque chose de compliqué et qui n'y arrivent pas, etc., c'est des personnes qui rejettent la faute à l'extérieur. C'est pas Oui, pas oui. le monde qui a un problème, c'est toi, tu vois. Et c'est triste à dire. Et je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui des fois traversent des moments très compliqués et qui ont cette habitude des fois de mettre la faute sur autrui, dites-vous, et je pense que c'est sur ça que ça vous aidera le plus, placez-vous en tant que responsable du champ d'action possible et de comment vous pouvez faire évoluer votre vie. Bien sûr, une tragédie arrive, j'en sais rien, et c'est très malheureux.
on perd un proche par la faute de quelqu'un, admettons, qui a roulé comme un con et qui a enlevé la vie d'une personne, bien sûr, je ne suis pas en train de dire responsabilisez-vous de ça, c'est quelque chose d'horrible. Oui, bah oui. Mais par contre, par rapport à ce qui vient, il y a deux cas de figure. Soit tu passes les 10 prochaines années de ta vie à détester la personne qui a fait ça et à penser que tous les conducteurs qui roulent vite, c'est des connards et à être dans la haine et à te bouffer parce que tu n'arrives pas à passer à autre chose malheureusement sur cette action. Soit tu te dis, ok, il s'est passé quelque chose d'horrible. Bien sûr, je vais prendre le temps pour pleurer, pour faire le deuil et pour aller au-delà. Mais par contre, on m'a fait ça, mais moi j'ai le champ d'action sur comment je vais réagir à ça. C'est-à-dire que malheureusement je n'ai pas pu agir sur ça, mais par contre j'en sais rien. Ben, peut-être, j'en sais rien, je vais faire une association qui va sensibiliser les personnes sur la conduite, etc. Et en fait, la merde qui t'arrive, tu le transformes en or pour les autres et même toi, en fait, tu te retrouves plus heureux parce que ce qui était une tragédie et qui le restera malheureusement, ben, euh, tu l'utilises pour en faire quelque chose de très positif et qui va aider les gens et qui toi aussi va t'épanouir dans le sens que tu mets à ta vie. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, ça, c'est une notion de discours interne, c'est une notion de qu'est-ce que je vais faire. Et ça, pour moi, c'est pour ça, c'est hyper important, cette notion de euh, voilà, il se passe des choses. Maintenant, mon champ d'action, c'est moi. C'est-à-dire que c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de ci. Si dans 10 ans, je suis encore, je suis trop dans le mal, je picole tous les soirs et je me bourre la gueule parce que je suis malheureux. Non, je veux dire, oui, tu as eu des choses compliquées, on l'a tous, on est tous un peu abîmés. Maintenant, transforme la merde en or et créer des choses qui te dépasseront et qui vont te permettre d'être épanoui, tu vois. Ah ouais, complètement. Non, le dialogue interne, c'est à la base de tout. Et justement, ouais, c'est pareil, ça m'intéressait de savoir, au niveau dialogue interne, quand tu passes ton record, tu vois, sur le moment, psychologiquement, comment ça se passe, tu vois, quand tu es en train de taper tes répétitions, d'enchaîner et tout, quand tu vois que tu commences à être à la fin de Bah, l'échéance, alors, que psychologiquement, qu'est-ce que tu te dis? Alors, psychologiquement, j'ai eu un gros mou à 45 minutes. Parce que, en fait, déjà, j'étais très, très stressé parce que j'avais mal à mon mollet. Parce que, voilà, encore une fois, c'est un problème d'artère. Quand tu es stressé et que tu as une échéance qui arrive, ça joue sur tes artères. Ton artère, elle est déjà à moitié bousillée, frérot. Toi, tu te stresses qu'il a bousillé encore plus. Donc, je ressens ma douleur à la jambe encore plus. Je me dis, putain, c'est le pire scénario, tu vois. Et donc, je me dis, voilà, je suis pas bien le jour J. Euh, je suis pas bien parce que je stresse. Bien sûr, il faut que j'assume. Bien sûr, je me dis je vais le battre. Mais maintenant, c'est je vais le battre à quel prix? Est-ce que je vais me déchirer? Est-ce que j'en sais rien, tu vois? Est-ce que mon mollet, je vais pouvoir le réutiliser plus tard? Parce que ça reste un événement. Mais moi aussi, j'ai une carrière sur le long terme. Donc, voilà, sur le jour J, même si j'avais déjà pris ma décision, quand tu es à 1 heure de l'échéance, il y a tout qui se mélange. Tu repenses à tout. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Oui, oui. Tu fais une rétrospective. Euh, J'arrive sur l'estrade, j'ai fait un exercice en plus de respiration, tu sais, de la méthode Wim Hof qui consiste en fait à inspirer en gonflant le ventre, puis inspirer en gonflant le torse, puis souffler hyper fort. Et en fait, tu hyperventiles en répétant ça. Et du coup, ça te permet. Et après un certain cycle, tu fais de l'apnée, puis tu reprends. Et ça, tu le fais 3 fois. Et en fait, ça te permet de sécréter. Il y a des études là-dessus. Il y a des études là-dessus. Je ne pourrais pas forcément tout préciser de manière bien définie parce que je m'en souviens plus exactement. Mais ça te permet de sécréter plus d'adrénaline et d'être plus focus, tu vois, de faire cet exercice. Ça a super bien fonctionné. J'arrive sur l'estrade, je suis confiant. J'ai mal, mais je suis confiant. Je saute, j'arrive aux 400 sauts, comme je te l'ai dit, j'ai mal. Là, par contre, c'est une petite. C'est pas une pointe, mais ça s'en rapproche. En tout cas, ça me lance. Donc, je me dis merde, je suis sur un protocole de pliométrie. Il me reste presque 600 sauts enfin 700 sauts à balancer. C'est chaud. Euh, donc, à ce moment-là, bref, je reste quand même accroché. Je me masse le mollet sur mes temps de récupération pour un peu mieux faire circuler le sang. Donc ça jusqu'aux 40-45 minutes. À ce moment-là, de 40 à 45 minutes, fatigué, mal depuis au moins 25 minutes.
j'ai commencé à ralentir la cadence. Et je suis passé en dessous des répétitions que je devais faire par minute. Ce qui veut dire que là, si... En fait, j'avais fait ça, et là, j'étais là comme ça. Et si ça s'empirait, bah, j'allais terminer le challenge à 950 reps. Et même si, genre là, je remaintenais le cap et que j'allais pas plus vite que quand j'étais là, ben, j'allais pas non plus avoir le challenge parce que j'avais perdu peut-être 5 minutes à faire trop de reps en moins. Donc ça me demandait pour les 10 dernières minutes de faire beaucoup plus de reps. Ce qui a été hyper fatigant quand tu es déjà mort, tu vois, que tu as envie de gerber, que tu vois flou et que tu es dans le mal. Là, pareil. En fait, j'ai puisé au fond de moi, c'est-à-dire que je me suis rappelé là où j'étais et ce qui s'était passé pour que j'en sois là. Et tout ce que je prône, tu vois, en fait, c'est impossible d'avoir vécu un échec, de s'être retrouvé sans appartement, sans argent, de s'être déchiré le mollet. Donc, plein de trucs vraiment chauds. Genre, là, je me dis, mais en fait, et puis même dans tes discours, ce que je veux dire, t'es là à vraiment mettre tout ça en avant. Bah là, c'est pareil, c'est le fameux ferme ta grande gueule et tu vas sauter, tu vois. Et là, forcément, ouais, mon discours interne, c'était là, il me reste 10 minutes. C'est mes 10 minutes, mais en gros, c'est pas les 10 minutes de 1 heure, c'est les 10 dernières minutes de 2 ans, tu vois. Donc, quand tu es sur les 10 dernières minutes de 2 ans, c'est impossible. Donc là, j'ai accéléré la cadence, j'ai commencé à bombarder. J'ai eu les 1000 répétitions à 55 minutes. Là, il se disait il lui reste plus que 52 répétitions pour le battre. J'ai accéléré. Et ouais, en 5 minutes, j'en ai plombé 78 du coup, tu vois. Et, et du coup, ouais, c'était hard. Mais du coup, ouais, le discours interne était vraiment... Il y a eu un moment de mou. Mais après, c'était encore ce focus, ce mental et se rappeler du pourquoi. Du pourquoi, encore une fois. Et je suis allé le chercher. Ouais, c'est un peu la technique, je sais pas si tu connais, mais tu sais, de David Goggins dans son livre, il parle de la technique du Ouais. pot à cookies. Si je connais, Et ouais. en Ouais. gros, psychologiquement, ouais, tu vois, c'est un pot dans lequel en fait il met toutes ses. Alors, je sais plus s'il y a tout dedans. Je sais plus s'il met ses victoires ou ses Peu défaites importe, ou enfin ouais. tous ces moments d'adversité dans la vie. Et ouais, il puise dedans et c'est ça qui lui Mais donne après, la force d'aller. clairement, de toute façon, David Goggins, c'est forcément une référence, tu vois. D'ailleurs, moi, je me considère comme le futur David Goggins, mais français. Ah ouais, Excusez. excusez-moi. Non, je rigole. Mais non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup de par ce qu'il... Enfin, je le connais pas, mais en tout cas, ce qu'il véhicule, j'aime beaucoup. Euh, c'est inspirant. Je trouve que c'est quelqu'un justement qui transmet ce truc de mental, de motivation, de ne pas lâcher. Il a une histoire de ouf, un gros bagage. Donc, ouais, bien sûr, je m'en inspire. En vrai, c'est la même chose. Je pense, dans l'instant T, en vrai, c'est marrant que tu fasses le lien parce que je ne l'avais pas fait le lien en fait entre le pot à cookies et ça. Je pense, mais en vrai, je pense que quand tu es dans une situation où genre t'en peux plus et que le corps veut lâcher, en vrai, c'est un peu tout ce qu'on ferait en vrai, aller piocher dans nos moments les plus forts et les plus durs et où on s'est relevé, tu vois. Donc, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est intuitif. Alors, là, je vais te raconter un truc, mais bon, évidemment, c'est un niveau insignifiant par rapport à ce que tu as fait. Mais tu sais, donc, Ouais. quand j'ai voulu devenir coach, Ouais. j'ai dû passer le BPGEPS. Et quand on parlait de cardio tout à l'heure, moi, c'était vraiment zéro Ok. cardio de toute ma vie, en fait. J'en faisais vraiment jamais. Même j'abusais. En fait, j'étais tellement obsessionnel dans mon idée grossière, tu vois, tout mon parcours en muscu, ça a toujours été ça que je faisais jamais de cardio. Alors c'est pas forcément malin, c'est pas forcément lié, mais bon. Et donc quand j'ai pris la décision de faire le BPGEPS, tu vois, ça s'est un peu fait au final. Genre j'ai pris ma décision, 2 mois après, je passais les tests pour pouvoir faire le BPGEPS. Et donc dans ces tests, il y avait Ah le lutte oui, léger, le sachant fameux que je ne courais jamais. Voilà. Et donc, je teste le lutte léger, donc 2 mois avant l'échéance, palier Ok, 4 au bout de ma vie. ok. Et fallait atteindre le palier 9, je crois, pour passer. Et donc, bon, bah, au boulot, tu vois. Donc, en 2 mois, j'ai dû faire du cardio. Et donc, bah, je progressais petit à petit et tout. Mais une semaine avant, j'étais palier 7. Tu vois, j'étais pas encore palier 9. Et je me suis quand même présenté. Et donc, le jour même, pendant
l'épreuve commence. Et hop, voilà, je suis le truc et tout, palier 1, palier 2, palier 3, palier 4, ok, ça passe. J'arrive au palier 7 et ouais, je commence à être pas très bien, tu vois. Et intérieurement, je me dis non, c'est pas possible. Mais bon, il n'y a pas Ah encore ouais. de signe d'échec. Et là, j'entends premier avertissement. C'est-à-dire, j'étais arrivé trop tard au niveau de la ligne. Mais je peux continuer. J'ai dit merde. Et là, j'entends deuxième avertissement. Et là, dans ma tête, il y a un switch. Tu sais, je repense à la mairie, tu vois, et je voulais pas y retourner. Pour moi, c'était psychologiquement, c'était impossible de revenir en arrière. Et donc, tu sais, je pensais à ça, et puis je pensais, ouais, pour la cookies, tu vois, Bien d'autres sûr. trucs dans ma tête et tout. Et il y a eu un switch où, et c'était super intéressant à expérimenter, où genre d'un coup, j'ai plus senti mon Ouais. corps, Ouais, ouais. et hop, Bah, c'est en fait, parti. tu Tu vois, sais, c'est t'as parti, dit c'est j'étais... moins ouf, mais en fait, non, c'est tout aussi ouf. Parce qu'en fait, si on compare, aujourd'hui, à ce moment-là, t'es vraiment, voilà, tu ne fais pas de cardio, donc c'est un effort énorme. Donc, c'est le même type d'effort énorme que quelqu'un qui est sur la fin, peut-être d'un record du monde, mais juste pas à la même échelle et par rapport à ce qu'on sait faire. Donc, c'est énorme. Ça reste tout aussi énorme. C'est-à-dire qu'à un instant T, tu es allé puiser au fond de toi, au fond de ton âme, au fond de ton vécu pour réussir à faire quelque chose que tu n'aurais pas fait en temps normal. Et cette sensation du coup d'automatisme, de je le fais et je réfléchis plus, et comme si tu es dans un état de transcendance, tu vois, on l'appelle un peu le flow d'ailleurs, hein. Tu dois bien t'y connaître en plus, vu que tu lis beaucoup. Ouais, ouais, Et c'est tu es exactement dans ça. cet état de flow. Et ouais, c'est incroyable. Et chapeau. Et Et c'est ouais, c'était marrant parce que dès que ils ont dit que c'était terminé, ouais. là je suis tombé à genoux. Tu vois, genre la machine, tac, Ouais, c'est ça, déconnexion, t'as fin. tellement donné que genre tout se lâche. Moi, je sais qu'à la fin du record, c'est pas beau à entendre, désolé, mais je m'étais à moitié pissé dessus, je voyais flou, j'avais envie de gerber, et en fait, tu me vois au dernier saut, je fais ah comme ça, sauf qu'après, genre, j'avance vers Tristan qui est à ma droite et bah, Nico qui était là, qui était venu me voir et tout, je suis à moitié vers eux comme ça, je tombe en mode j'ai envie de vous faire un câlin, mais j'ai plus d'énergie, les gars, tu vois. Genre, c'était ouf. C'est ça, mais ouais, c'est. Ouais, voilà, bah ouais, donc dialogue interne, effectivement, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Ouais, on puise là-dedans pour aller au bout des choses. Et au final, pareil, bah, on peut l'extrapoler dans tous les domaines. Quand on veut vraiment atteindre quelque chose de significatif, quand on a un projet de vie, quand on est dans une phase où justement ça devient compliqué, on se retrouve face à l'adversité, Ouais, bah repenser à ça, c'est ouais, un clairement. moteur incroyable. Ça nous donne la force de continuer. Et si on couple avec la foi dont on parlait tout à l'heure, un pourquoi significatif, cet ensemble d'outils qui fait que bah, on peut arriver à avancer, à faire des choses. Alors après, alors pareil, c'est une question, le truc, bon, ah, t'as 19 ans, il faudra qu'on refasse un podcast dans 20 ans, mais tu vois, si ta version actuelle de toi rencontrait ton ancienne version de toi, tu sais, quand tu étais vraiment dans tes phases les plus sombres, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Euh, c'est super intéressant comme question. Là, tu m'as mis une claque. Euh, c'est un peu compliqué parce que quelque part, j'ai envie de dire je ne donne aucun conseil parce que ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est que les choses sont restées intactes. Ouais, Mais d'un autre côté, si on prend vraiment, on va dire, un mois, j'en sais rien, je vais dans une dimension et au même moment, il y a un mois qui est dans un truc hyper sombre, euh, bah, je lui dirais de se concentrer sur la lumière, tu vois. Se concentrer sur les formes les plus lumineuses des choses pour avoir un réel impact positif sur soi et sur ce qui nous entoure. Je lui dirais aussi de continuer à nourrir cette passion pour le sport parce que ça amènera à des choses importantes pour lui. Je lui dirais aussi de prêter attention et de vraiment construire un entourage très sain qui lui permettra peut-être d'éviter certaines difficultés que bah, en tout cas, moi, j'ai pu avoir, tu vois. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, par contre, des fois, j'en parle, mais je suis hyper heureux, j'ai un entourage incroyable, tu vois. Je sais que la... ouais, c'est ce que j'allais te Ouais, demander, ouais. Là c'est maintenant, tu es incroyable. Bah, vraiment du coup, dans un cadre. Nicolas Tranchant, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui est un de mes meilleurs amis et que tu connais bien, toi aussi, Eric. Bah, d'ailleurs, il était venu de Dubaï pour venir voir le record, ça m'avait fait super plaisir. Et en fait, il m'a dit, le soir, quand on s'est posé après le record, il m'a dit, frérot, c'est incroyable parce que lui, il connaît tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans les détails. Il me disait,
enfin voilà, là, l'entourage que tu as, il est incroyable. Et quand on fait la comparaison il y a un an, c'est incroyable. C'est-à-dire déjà, t'as morflé dans la gueule énormément, ça t'a appris et tu as su vraiment apprendre de certaines difficultés. Et voilà, je sais qu'il adore ma chérie, il adore ma belle famille, parce qu'ils se sont rencontrés. Et voilà, tu vois, donc je suis très très heureux de mon entourage aujourd'hui. Très très heureux. Et je sais que j'y fais très attention. On s'en rend pas compte, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que je, j'échange, je passe du temps, j'investis mon temps et je m'entoure simplement en réalité que des gens qui vibrent où on est en lien. Ça ne veut pas dire il y a des personnes qui sont opposées à moi et que j'adore discuter avec, etc. Et il y a cette connexion. C'est pas que je suis en mode, il faut que tous les gens soient comme moi ou qu'on ait des idées pareilles, etc. Mais Oui, par bien contre, sûr. ce que j'attends, c'est une forme de lumière, une forme de bienveillance et des personnes qui veulent aller vers le haut plus qu'aller vers le bas. Et quand bien même, ça peut m'arriver des fois de rencontrer des personnes qui sont plus dans des choses un peu, des schémas toxiques, etc. Je suis pas en mode loin de moi non plus, tu vois, c'est juste, je sais qu'ils occuperont pas cette place de cercle privé, mais par contre, mon aide et les accompagner, etc., bien sûr, avec plaisir. C'est juste que moi, pour mon intégrité personnelle, bah, j'y fais attention pour pouvoir bah, me sentir épanoui dans ma vie et pour pouvoir continuer à avancer et justement aider ces mêmes personnes qui, des fois, traversent des moments difficiles, tu vois. Alors, maintenant que ce record a été battu, qu'est-ce qui nous attend avec toi pour la suite? Qu'est-ce que tu nous prépares? Du coup, pour la suite, ça va être le record du monde de burpees en 1 heure, qui est actuellement détenu par Samuel Finn pour un total de 1010 répétitions en 1 heure. L'objectif, c'est voilà, le battre le plus rapidement possible. Euh, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Je suis encore loin de la perf pour ce que j'ai fait en 1 heure. Je sais qu'actuellement, j'arrive à en passer 700 en 1 heure, pas plus, je suis cuit. Mais du coup, c'est hyper stimulant parce que je me revois encore sur le début des box jumps où au début des box jumps, je t'en fais 400 en 1 heure, je suis cuit. Là, je vois, j'ai quand même un certain bagage en termes de cardio et d'explosivité qui fait que bah là, dès mon premier entraînement, je t'en ai passé 700 en 1 heure, tu vois. Là, je travaille, j'ai pas refait sur 1 heure depuis, je l'ai fait qu'une fois. Là, je travaille beaucoup plus sur en 20 minutes le max, une demi-heure. Je sais que pour l'instant, mon palier que j'aimerais, c'est en une demi-heure atteindre les 500. Parce que même si je suis mort au bout d'une demi-heure et que je sais faire 500 burpees, bah forcément pour, bah, pour la dernière demi-heure restante pour atteindre les 1000, qui sera un palier significatif, bah, j'aurais juste à gratter plus d'endurance, tu vois. C'est juste qu'une fois que le rythme, tu sais le tenir une demi-heure, après tu t'accroches ton mental et tu essayes d'aller chercher plus. Oui, oui. Donc voilà, donc ça c'est la suite. Euh, Forcément, ça c'est sur le plan athlète. Sur le plan coaching, je sais, c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout, c'est pas encore d'actualité. Pour le moment, je sais que j'oriente mes coachings en distanciel et bon, présentiel sur les gens qui sont pas très loin. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui me plairait beaucoup. Pour moi, je pense que je dois aller chercher encore plus de bagages psychologiques et forcément, je ferai intervenir des personnes qui sont compétentes dans certaines filières en fonction de ce que je ferai. Mais je sais que j'aimerais énormément lancer un concept euh, euh, où en fait les personnes s'inscrivent par le site et en soi se payent 2 semaines de rééducation psychologique, mentale, physique, tout ce que tu veux, où en fait dans ces 2 semaines, moi avec certains intervenants de différentes pratiques, de différentes notions viennent et qu'en fait sur ces 2 semaines, le but c'est de transformer leur vie, rééduquer, réévaluer ce qu'ils veulent et leur permettre en fait que ça devienne un tremplin pour implémenter des habitudes significatives et qui vont leur permettre de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc ça, c'est sur l'aspect coaching. Et je sais que peut-être ça prendra un peu de temps, mais parce que ça reste du financement, je sais que le cadre, je veux que ce soit un endroit où ils sont coupés de tout, pas de téléphone, pas ce que tu veux, c'est chacun à sa chambre, etc. Et pendant 2 semaines, voilà, ça serait aussi du... Bon, forcément, je pense que ça sera du contenu digital que les gens pourront consommer, voir ça. Hein. Pour moi, c'est une manière de faire une télé-réalité, mais avec du sens, tu vois. Donc, et apporter de manière significative aux gens, tu vois.
Donc ça, c'est un projet. C'est un très gros Ouais, projet c'est que un gros j'aimerais faire. projet de vie, ça, je pense. Ouais. Ouais, C'est quelque ouais, ouais, chose c'est de un long gros terme. projet. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est long terme, mais en tout cas, c'est une envie que j'ai. Pour l'instant, enfin, j'ai beaucoup écrit dessus, ce que je pourrais faire, les lieux, j'ai déjà regardé plein de choses. Mais là, on est au point zéro, tu vois. Après, maintenant, il y a tout ce qui est financement, il y a les intervenants en question. Je sais que je veux que ce soit des personnes compétentes et des personnes qui peuvent apporter quelque chose vraiment de cool. Euh, Mais en gros, ouais, ce serait et une puis même, forme et puis, de lieu où les gens viendraient faire des retraites pour se recadrer psychologiquement, en fait. c'est ça, exactement. C'est-à-dire que, en fait, mais de tous les profils, le mec de 40 ans ou, de 5, ou de 60 ans, même un gars qui voilà, est à la retraite, il ne trouve plus aucun sens à sa vie parce qu'il a travaillé pendant 40 ans en tant que salarié et que maintenant il ne sait plus quoi faire de sa vie et on doit réévaluer le tout, le rééduquer sur certaines choses et peut-être par certains biais, il va trouver du sens. Le gamin de 16 ans qui est complètement paumé dans sa vie, qui passe ses samedis à se biturer la gueule et qui a aucun objectif, lui montrer que des fois avec un gros coup de pied au cul on peut avancer. J'en sais rien, la fille qui n'a pas confiance, pas du tout confiance en elle et qui a des rêves mais qui n'ose pas et lui faire comprendre que, tu vois. Donc c'est plein de profils différents et par le biais du sport et des choses qui sont compliquées à faire psychologiquement, leur montrer que ça peut vraiment faire step up. Est-ce que ce sera une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Je ne sais pas encore, c'est en fonction des possibilités. Et puis ça restera quand même un service payant forcément pour les gens qui veulent le faire parce que ça serait beau de pouvoir le faire gratuit pour tout le monde et prendre des tournées, mais voilà, Ah, ça mais reste du c'est une travail structure, et c'est une logistique, c'est énormément de c'est choses. ça, c'est tout un truc. Mais en tout cas, je sais que en termes de projet long terme, si je pouvais faire ça dans 5 ans, je serais super heureux de pouvoir le faire. Si dans 5 ans c'est quelque chose, voilà, donc s'il faut dans 5 ans on rediscutera, je te ferai putain, je l'ai fait et tout. Mais c'est un peu la deadline que je me donne. Pour l'instant, ça immerge et tranquillement. Tu vois. Ouais. Et ton livre, c'est pour quand? Il sort quand? Et, il est Il est déjà sorti? sorti, D'accord. j'ai juste pas annoncé officiellement. C'est-à-dire que là, il est déjà disponible sur Amazon, mais en fait, sur la grosse vidéo YouTube qui sort semaine prochaine sur le record du monde, où il y a tout en images de un peu tout ce que je t'ai dit, eh bien, à la fin, je parle du livre Record brisé, destin forgé, et voilà. Et du coup, là, je pense que ça redirigera des personnes, mais en soi, il est déjà en ligne, juste j'ai pas communiqué dessus pour le moment. Ouais. Et tu Voilà. l'as écrit. Enfin, le processus d'écriture, ça s'est passé comment? C'était dur parce qu'en fait, quand tu écris un livre, tu te rends compte que c'est hyper compliqué parce qu'en fait, tu es dans une forme de tu te confies vraiment. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce livre, j'ai vraiment été dans là, je raconte tout en fait. Et je suis vraiment dans la confession entre guillemets. Alors, donc, il y a cette forme-là, et je pense que si tu ne te livres pas à 200%, ton message est moins impactant, Ouais. et donc tu es obligé de faire ça pour que ce soit impactant et pour que les gens, des fois, se retrouvent et qu'ils comprennent ce que tu as vécu et ce que tu veux véhiculer et pourquoi, le pourquoi. Et donc, ça, c'était un gros exercice. Forcément, je ne suis pas quelqu'un, je me débrouille pas trop mal en orthographe, mais je ne suis pas quelqu'un qui a tout le temps les meilleures conjugaisons de verbes ou ce que tu veux. Et en fait, par exemple, dans un livre, j'en parlais parce qu'il y a eu plusieurs corrections sur ce livre. Ouais. Et en fait, on me disait que au niveau des temps, c'est-à-dire que tu ne peux pas écrire un livre comme je te parlerai là. Tu n'écris pas ce que tu dis. En fait, des D'accord. fois, tu as une concordance de temps qui doit avoir une certaine logique dans tes pages pour pas qu'on se perde entre, j'en sais rien, passé, présent, futur et plein d'autres façons de conjuguer qui font que en fait, c'est pas logique. Donc ça, je sais que encore qu'il y a des gens qui sont repassés dessus. Et après, sinon, dans l'idée, c'est moi qui ai tout écrit de A à Z au niveau de la préparation et de tout ce qui a englobé ce premier record du monde. Ça t'a pris combien de temps à l'écrire? Alors, combien de temps j'ai commencé à l'écrire en décembre? Décembre, janvier. Ah ouais? Ouais, 5 6 mois. 5 6 mois. Ah oui, quand même. Ah, Voilà. t'es un rapide, hein. Voilà. Après, voilà.
C'est pas un livre de 400 pages, hein, il fait 120 pages, c'est déjà pas mal, ça reste un petit livre, mais ouais, je sais que j'étais assez rapide, mais après c'est comme dans tout, c'est-à-dire que moi pendant cette période-là, je disais je suis en train de créer un site internet, je suis en train d'écrire un livre, je suis en train de voir pour du textile, tout le monde disait Elon, tu fais trop de trucs en même temps, arrête, mais en fait je sais que, et c'est pas pour faire le gars ou quoi, mais je sais que quand je travaille, je travaille quand même assez vite et je suis Ouais, très organisé, très carré, ce qui fait que ça me permet vraiment d'aller plus vite que peut-être une moyenne, j'en sais rien, mais tu vois, ça n'a pas empêché que le site internet, là, il est fini, que le livre, il est sorti. Alors, le textile, non, je l'ai, pour des raisons de financement qui étaient trop grandes, parce qu'en Turquie, je sais pas, ils nous demandaient un peu plus de 4000 balles pour 100 exemplaires, et en fait, j'ai préféré placer l'argent sur d'autres choses. Mais en tout cas, on a le contact, on a les maquettes, etc. Après, bon, c'est pas une marque qui est créée de A à Z, hein. On parle déjà de prototypes qui existent déjà et où tu rajoutes une impression à toi de haute qualité, mais c'est pas comme, admettons, Vrai Garçon et San où il a fait tout de A à Z et où c'est un temps énorme. Non, là, ça reste un fournisseur, ça reste des usines qui vont me floquer, enfin pas floquer, mais me faire une impression. Ce flocage, je sais que le flocage, ça s'arrache après au lavage et tout. Moi, je voulais quelque chose d'imprimé ou de la couture, etc. Donc ça, c'était possible. Mais voilà, il y a eu tout ça qui s'est fait, ouais. d'accord. Ouais, non, mais. Enfin, donc, dans une journée, tu avais 3 séances de sport, t'écrivais un livre, tu, tu gérais, je pense, que tu gérais des coachings toujours. Tu avais la partie Ouais, boulot, ouais. plus boulot au sens large, voire auto-entrepreneuriat, enfin voilà, on se comprend. Donc, je vois tout ce que ça représente. Manger, les Ouais, affres du quotidien, tout ça. Non, bien sûr. mais- Comment est-ce possible? Tu dormais un moment quand même. Non, je dormais, je fais très attention au sommeil. Je sais que je peux tenir à 6 heures de sommeil par nuit. 6 heures, et encore, ça peut m'arriver, si je te fais 2 mois à 6 heures tout le temps, je vais me faire une nuit, un coup avec 10 heures, hein, ça peut m'arriver, et parce que j'aurais vraiment, s'il y a un soir je me sens et le matin je suis, voilà, je suis pas dans ce truc débile de me dire je dois tous les jours me lever à 6 heures parce que c'est comme ça, tu vois. Oui, il y a la discipline, mais si ça m'arrive une fois dans le mois ou tous les 2 mois de me lever plus tard, je le ferai. Je veux dire, je suis tombé dans des. Quand je te parle de moments difficiles d'il y a un an, euh, voilà, les produits ça te booste pas mal. Je sais que je dormais du 2 heures par nuit parce que je travaillais trop. D'accord. Et ça pendant presque un an. Et du coup, forcément, moi, les répercussions Ah bah oui. psychologiques du corps, etc., j'étais trop dans le mal. Donc, le sommeil, j'essaie de faire très attention, d'être à l'écoute de mon corps. Et du coup, tu me dis comment tu fais? Je pense que c'est vraiment l'écoute du corps et aussi ce côté discipline très organisé. Plus tu as d'organisation, Oui. plus tu arrives à être efficient sur ta journée. Euh, Maintenant, encore une fois, de manière générale, j'avais ces 3 entraînements à la journée et les étirements. Mais il y avait des jours, si je sentais que j'étais fatigué, pendant 2 jours, je faisais que des étirements et un peu de cardio. Ok. Tu vois, donc Ouais. il y a ce côté très discipliné, bien sûr, mais toujours dans la compréhension de soi, dans l'écoute du corps, pour pas juste être bête et méchant en mode c'est ça tous les jours, ça tous les jours, ça tous les jours, parce que tu tiens pas sur le long terme. On reste des humains. C'est ça. Donc c'est ça aussi. Ton mental, ton cerveau, c'est ton meilleur ami pour réussir. Ça peut devenir ton pire ennemi si tu lui envoies que des trucs horribles, tu vois. Mais pour moi, c'est le juste milieu. Moi, j'aime toujours être, tu vois, on parle de limite. Moi, j'aime toujours arriver à la limite, la dépasser un peu, donc aller au-delà de mes limites quand même, parce que je sais que mon corps ramasse pas mal des fois et que c'est compliqué. Mais pas ici, tu vois. Je reste Oui. quand même sur cette zone-là. Et si je sens qu'au bout de 3 semaines de hard, j'ai besoin de me faire un jour ou plus tranquille, je le fais. Et généralement, avec cette compréhension-là et cette analyse de soi-même et pas se voiler la face sur ce qu'on ressent et la fatigue cumulée, en fait, des fois, une seule journée, une seule nuit, un seul truc posé, et voilà. Tu vois, là, je te parle de 3 jours de vacances. J'ai fait 3 jours de vacances, mais là, je pense que je suis reparti pour 3 mois, tu vois, 4 mois, sans avoir besoin de vraiment genre reprendre 2, 3 jours à souffler parce que ça me suffit, tu vois. Et Oui. je sais être à l'écoute de mon corps. Ouais, Donc complètement. c'est important. Ouais. Non, bah là, je pense qu'on a Ah, on a brassé fait le pas tour, mal hein. de sujets. On a fait le tour, ouais, c'était cool. Est-ce C'était qu'il trop y bien. a, il y a un point que tu aimerais évoquer, une chose spécifique dont tu aimerais parler? Libre à toi.
Bah, je pense qu'on a fait le tour. Après, si je pouvais un peu, on va dire, une phrase de fin, enfin un petit truc de fin, bah, forcément, il faut croire en soi, il faut vouloir aller chercher certaines choses, il faut construire des projets, il faut comment dire, faire preuve de discipline, mais ça ne suffit pas. Des fois, voilà, c'est l'intelligence dans le travail, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est se comprendre, c'est mettre son mental en tant qu'allié et avoir la foi, du coup, quelque part, on en a parlé aussi. Et comme ça, on arrive à atteindre des choses qui peuvent paraître impossibles, des fois très difficiles. Mais tout est possible une fois qu'on a la foi et qu'on va puiser au fond de nous pour aller chercher ce qui nous dépasse, simplement.